Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce Jump Seat spécial. Comme vous le voyez, on est à nouveau à l'Aéroclub de France. Merci à l'Aéroclub de France de nous accueillir dans son studio. Merci à l'équipe de Ground Frequency qui s'occupe de la régie en ce moment. Donc bonjour Joris, merci. Et Alex, pareil. Coucou. Émission spéciale aujourd'hui puisque nous avons un invité de marque que je vais vous présenter tout de suite. Pierrot. Quel invité. Bonjour Pierrot. Salut Fred. Comment vas-tu ? Bah ma foi, fort bien. Bienvenue à Paris. Il y avait longtemps que tu n'étais pas venu dans la capitale. Ça faisait un petit moment, mais oui, très heureux d'être ici et merci de m'accueillir. Merci à l'équipe effectivement de Ground Frequency. Et alors, pourquoi on t'accueille ? Bonne question. Parce que tu es un spécialiste des voilures vibrantes. Enfin, on va le dire, tu as été pilote d'hélicoptère dans la LAT et tu étais pilote de, à l'écran, on le voit. La grosse bébête, ouais, le Tigre. La grosse bébête. Pilote de Tigre dans la LAT pendant combien de temps ? Sur Tigre, à proprement parler, je dirais une petite dizaine d'années. Un peu moins, si tu enlèves le temps de formation, etc., qui est assez long. Ponctué après en escadrille par 5 opérations extérieures. On va y revenir. Donc, tu as fait une dizaine d'années sur Tigre dans ta carrière. Ouais. Tu as donc participé à des opérations extérieures. Tu as combien d'heures de vol sur Tigre ? En tout, j'en ai un peu plus de 1500. Et sur Tigre, je pense que je dois pas être loin des 1200. Ce qui, au demeurant, n'est pas non plus fou. Hein. Je veux dire, j'ai pas la panache du pilote qui a le plus d'heures de vol. Il y en a qui en ont bien plus. Nos grands anciens, pour donner un cadre d'ordre à ceux qui le sauraient, qui n'ont pas tout à fait les deux notions, nos gros anciens dans les escadrilles, en général, les plus anciens, 4-5 000 heures de vol. Même si avec des vecteurs modernes comme le Tigre ou l'NH, on a tendance à faire quand même un peu moins d'heures de vol en comparaison de la grande époque. C'est des gens qui volaient sur Gazelle, qui volaient ça, sur... voilà. Si tu compares avec les pilotes qui ont fait de la Gazelle ou du Puma, c'était des années où ils faisaient, sans dire trop de bêtises, mais facilement des 250, 300 heures de vol à l'année. Donc en fait, des pilotes qui avaient 5000 heures de vol en fin de carrière en avaient plus. Et donc c'est pour ça que maintenant, sur les vecteurs modernes, on vole un peu moins. On pourra en parler si tu veux un peu plus dans les détails après. Mais un pilote de Tigre à 4000 heures, c'est vraiment un vieux Shibani. Ouais. Donc toi, 1500 heures et dont 1200, 1300. Un peu plus de 1200 sur le Tigre à proprement parler. Tu viens de quitter l'armée de la... Pardon. Tu viens de quitter la LAT il y a quelques mois, donc ça y est, tu es revenu dans la vie civile. Ouais. On va en reparler aussi parce que tu as fait un choix de deuxième carrière qui mérite qu'on en reparle. Mais tu es là donc pour nous raconter ton expérience de pilote de Tigre. Alors même si tu es maintenant plus militaire, tu as le droit de parler donc librement, mais bon, on sait très bien que tu ne vas pas nous raconter des choses qui sont hors secret défense, etc. Ce n'est pas ton rayon. Mais en tout cas, tu as la liberté de t'exprimer sur ce qu'il s'est passé, sur ce que tu as vécu. Et c'est pour ça que c'est intéressant de te recevoir aujourd'hui. On a affiché une première image à l'écran. C'est le petit... c'est un petit tigre, hein, on est bien d'accord. Hein, ouais. C'est la mascotte de l'escadrille, c'est la tienne, c'était ma mascotte à moi. Je crois que c'était mon fils qui me l'avait donnée sur ma dernière OPEX. Donc c'est marrant parce qu'on commence à une photo de ma dernière OPEX. Parce que c'est hyper important quand on est en opération, loin de la famille, comme tout militaire. Hein. Et c'était une manière pour moi de maintenir le lien avec mes enfants et la famille. Et donc j'avais pris, je faisais des photos des différents endroits où je pouvais aller, soit en opération, soit là, en l'occurrence, à la P40. Donc la P40, c'est notre grand hangar en bâche souple, là, notre bâcheman. Et puis, ça leur permettait de voir un peu mon quotidien, de ponctuer sur les photos que je pouvais envoyer et quand j'avais le temps, quand je le pouvais. Et ça me permettait de maintenir le lien, le fil de manière un peu plus originale que juste une vidéo dans le courant de la journée où tout le monde est à fond en métropole ou nous aussi. Là, j'envoyais quelques photos, ça faisait plaisir au fils et à ma fille qui commençait aussi à grandir, un peu plus à apprendre et tout ça. Oui, parce que tu as 2 enfants, oui. Donc un garçon, une fille. Ouais. Et de temps en temps, effectivement, papa partait en OPEX. Donc, alors, les OPEX dans la LAT, c'est vous partiez combien de temps en opération comme ça ? En fait, ça alterne en fonction basiquement du type d'engagement, de l'opération donc en question. On a aussi moi, j'ai fait à peu près les 3 entre guillemets formats. Tu avais des formats dits courts. Pendant longtemps, la LAT a projeté surtout en BSS, là, donc la bande sahélo-saharienne. C'était des mandats de 2 mois. Pourquoi ? C'était assez court par rapport au reste de l'armée de terre, qui était calé sur des mandats de 4 mois. Parce qu'en fait, ça permettait de régénérer le potentiel humain comme technique facilement, parce qu'en fait, on était en auto-relève. Donc, il faut quand même s'imaginer que c'est très lourd derrière, humainement, pour fournir les mécaniciens, les pilotes, etc. Et les machines pour maintenir un bon taux de disponibilité. Donc, 2 mois, c'était bien. Et après, on a fait 3. Et on a aussi fait 4 mois, parfois, où on n'arrivait pas à faire le tuilage humainement, surtout ça se jouait au niveau des équipages. Quand tu parles d'auto-relève, c'est-à-dire que c'est au sein de ton régiment, en fait. On tournait entre 2 régiments. Ah, vous tourniez entre 2 régiments. Entre le 5 et le 1er, mon ancien régiment.
Et ce qui fait qu'en fait, en permanence, on avait quand même des équipages Tigre, mais on mixait. Donc en fait, on avait un régiment qui prenait le lead du groupement aéromobile, du groupement la force ALAT, on va appeler ça comme ça. Mais donc là, un régiment qui avait la responsabilité, mais qui était armé après par les 3 autres régiments pour les différents vecteurs. Donc quand il y avait du Cougar, du Puma, encore quand il y en avait encore, du NH et le Tigre et Gazelle. Et pour le Tigre, c'était à la fois le 5 et le premier qui fournissait. Donc il y a plusieurs formats d'état, mais de toute façon, quand tu pars, c'est minimum 2 mois. C'était minimum 2 mois. Moi, je trouve, de ma petite expérience, 3 mois, c'était parfait. 2 mois, c'était court parce qu'en fait, tu as globalement 1 mois de montée en puissance, bon an, mal an. Pour t'adapter à l'environnement, parce que à la situation. Tu as tous les vols, ce qu'on appelle, pour être déclaré FOC, là, ou les vols YOC, tous les vols d'entraînement pour pouvoir être déclaré apte aux opérations sur le théâtre. Donc ça prend déjà un peu de temps. Donc en gros, ni plus ni moins que la gestion de la relève. Le temps d'appréhender les premières opérations, etc. Monter en puissance, il se passe facilement 1 mois. Et tu es déjà en train de penser sur le retour, parce que forcément, tu te doutes bien qu'il y a quand même de l'inertie quand tu projettes tout un détachement, une nouvelle fois humainement, comme techniquement parlant. Et donc, ça fait que 2 mois, ça peut être un peu court. 3 mois, c'est parfait, parce qu'en fait, tu as 1 mois où tu es à fond dedans. Tu as la bonne carotte de dire, allez, je suis à fond pendant ce mois-là, et le dernier mois, ça va commencer doucement, mais sûrement, à t'amener sur le toboggan du retour. Donc, c'est la deuxième motivation. 4 mois. Quand tu arrives à la moitié, à 2 mois, tu dis, ouais, je suis qu'à la moitié, et pas j'ai encore un peu à faire. Donc ça, c'était un peu plus long, ça tient un peu plus. Et au niveau gestion humaine, plus le format est long, plus c'est difficile sur la fin. Vous aviez il y a des soupapes de sécurité dans ces cas-là, mais parce que vous êtes sur le terrain, quelque part, vous êtes engageable à n'importe quel moment. Et donc, est-ce que tirer fort sur les personnels comme ça, c'est quelque chose qui a eu des effets négatifs, ou alors vous étiez capable d'encaisser ce genre de choses? Après, tu sais, tout dépend déjà la manière dont va se dérouler l'opération, ni plus ni moins, hein, parce que tu as des mandats très calmes. Ah oui. Donc forcément, là, tu te préserves, etc. Des mandats où, et là, j'ai eu la chance ou la malchance, on va dire la chance, d'en faire quelques-uns, où là, c'est quand même beaucoup plus engagé. Pour schématiser et simplifier un peu la chose, parce qu'on pourrait en parler longuement, on va dire que l'élastique, tant que tu es en opération, il reste bien tendu, tu ne t'en rends pas vraiment compte. Et c'est là où tu te rends compte que, de manière générale, le corps humain est quand même bien fait. Et c'est après, quand tu rentres à la maison ou quand tu es au sas de décompression, entre guillemets, où là, tu te rends compte que tu en as quand même un peu accumulé de la fatigue, entre autres. Les sas de décompression, on sait que par exemple pour l'armée de l'air, quand ils étaient engagés en Afghanistan ou au Levant, il y avait quelques jours à Chypre ou en Crète. À Chypre, on y est beaucoup allé. Donc ça, c'est des choses que vous faisiez aussi dans la latte. Crète, Chypre. J'ai eu la chance d'y aller. Sur les 5 départs, j'ai dû le faire 2 fois. Crète et Portugal. Donc, voilà. pour résumer, pour ceux qui ne sauraient pas du sérail, en gros, vous faites vos quelques semaines de détachement extérieur, donc vous êtes au combat. Vous rentrez pas directement en France, vous faites escale dans un centre de loisirs au Portugal, etc. Passez quelques jours. En famille déjà Non. Alors déjà, c'était pas systématique. C'est pas systématique. C'était pas obligatoire. C'est multifactoriel, ça. Je ne saurais pas te dire précisément pourquoi. Parce qu'il y avait beaucoup de monde engagé, qu'on pouvait pas systématiquement... à ce moment, les planètes s'alignaient pas tout à fait pour nous permettre d'y aller. Et que la priorité était surtout aux gens qui étaient engagés sur le terrain. Nous, on était considérés comme effectivement engagés sur le terrain. Typiquement... les chasseurs qui étaient basés à Niamey, je ne trahirai aucun secret, eux et les tankistes, donc sur 635 par exemple, eux ne faisaient pas de DETAM. Donc, ils ne faisaient pas de SAS. De SAS, excuse-moi. Ils faisaient pas de SAS. C'était pour les gens qui étaient au plus près du terrain et au plus près du combat, c'est-à-dire les troupes au sol et vous. Et nous. On n'y avait pas systématiquement le droit. Tu vois, sur 5 départs, j'y étais 2-3 fois. Je t'avoue qu'on était souvent partagés entre j'ai envie de rentrer vite à la maison et c'est cool de souffler entre amis. Moi, j'ai surtout vu sur ma dernière OPEX où j'ai pu faire un SAS, ça a été vraiment bénéfique. Tu l'as senti, vraiment, c'était nécessaire, c'était bénéfique et tu rentres de manière un peu plus apaisée à la maison. Sinon, l'électrochoc, il est assez violent. Et le problème, c'est qu'il est très insidieux. C'est pas comme dans un film où tu rentres pas en étant PTSD, etc. En disant, ouais, j'ai fait la guerre. Non, en fait, c'est beaucoup plus insidieux que ça. Donc, c'est pour ça que c'est là où le SAS a vraiment eu tout son côté bénéfique. Ouais. Tu as fait des opérations en Afrique, tu as fait l'Afghanistan aussi ? Non, j'aurais adoré. Parce que le théâtre était hyper exigeant techniquement parlant, que j'ai écouté de nombreuses fois nos anciens en escadrille qui avaient fait
la Libye et l'Afghanistan, qui sont 2 théâtres qui m'ont vraiment fasciné, de par l'engagement que ça nécessite. Toi, tu as fait J'ai fait les BSS. BSS. Voilà. Mali et Niger. D'accord. Bon, tu as eu l'occasion d'engager le combat. Tu as participé donc à des combats avec ton Tigre. Alors, ton régiment, toi, c'était le premier HC. Primus Primorum. Donc basé à Phalsbourg. Ouais. C'est l'Alsace ou la Lorraine dans ce coin-là? Malheureux. Donc, tu vas te faire que des amis. En Lorraine. Bref, à l'est, là-bas. Tu passes le col de Saverne, le Mordor. Ouais. Et ça y est, t'es à Phalsbourg. Donc c'est à Lorraine. D'accord. Mais on n'est pas très loin de l'Alsace, on est à une demi-heure de Strasbourg. En été, parce que je ne suis plus. Et voilà, tu ne l'es plus. Donc tu étais pilote de Tigre, tu es contrat court, tu étais OSC, officier sous contrat. Ouais, c'est ça, OSCP dans la latte. Dans la latte. Équivalent des OPAN et OPN dans les autres. Ok. Donc toi, tu étais assis à l'avant. Ouais. Pilote. Exactement. Pilote. Alors, par exemple, explique-nous dans le Tigre, par exemple, le pilote est à l'avant, le rôle, on imagine bien ce que c'est que le pilote, la personne qui est assise à l'arrière, c'est le commandant de mission, c'est quoi son rôle, son titre? Alors, pour schématiser et une nouvelle fois amener un support simple, ça parlera peut-être plus aux gens qui sont plus assujettis aux avions de chasse biplace, etc., où il y a les chasseurs bombardiers type Mirage 2000D ou certains Rafale biplace. Nous, ce qu'on appelle le chef de bord en place arrière ou le gunner, qui est forcément le patron à bord. C'est forcément lui le commandant de bord. Ça parlera peut-être à tout le monde. Okay. Dans ses fonctions et dans son approche, dans son travail, c'est très proche d'un OSA. On pourra voir sur un Mirage 2000D, c'est exactement globalement la même chose. Pour l'anecdote, ça ne plaira pas à certains chefs de bord, ou ça les fera sourire, qui verront cette émission. On les salue. Voilà, ouais, grave. J'avais l'habitude de les chambrer parce que c'est les patrons, c'est eux les chefs, les commandants de bord. Et en fait, j'avais l'habitude de les appeler avec quelques autres copains, les NOSA, les navigateurs. Et ils n'aimaient pas du tout ça. D'accord. Et donc voilà, je leur fais un clin d'œil. C'était un truc qui nous faisait souvent assez marrer. Et donc, tout ça pour dire qu'ils ont une fonction qui est proche du NOSA, parce qu'en fait, c'est eux qui gèrent tout le système d'armes. C'est-à-dire pour ça, aussi techniquement parlant, que le chef de bord est en place arrière. Tu prends un Apache, par exemple, le chef de bord est en place avant. Oui. Pourquoi ? Regarde la constitution de l'Apache, la caméra est devant. Le TADS, ce qu'ils appellent le TADS, la caméra est devant. Et donc le gunner est devant. Il y a des commandes complémentaires, comme dans le Tigre. Nous, la caméra est derrière. Elle a été positionnée de manière d'ailleurs assez pertinente, juste au-dessus de la place arrière, assez haute, entre le rotor et le cockpit arrière. Ce qui fait qu'en fait, mécaniquement parlant, en fait, les renvois optiques de la caméra vers la place gunner, en fait, se font idéalement. C'est pour ça que le gunner est en place arrière. Voilà, comme on peut le voir. Alors, j'affiche cette photo. Donc, toi, tu es assis à l'avant. Tu as ton chef de bord derrière. Qui est chef de patrouille. Et donc, juste au-dessus, on a la caméra. Exactement. Quelque part, c'est comme dans les biplaces de la guerre de 14. Toi, tu es le conducteur et tu as l'officier derrière qui dirige la mission et qui... C'est à peu près ça, tu as bien résumé. C'est moi le cocher, quoi. Voilà. À ceci près qu'on voit que la configuration donc, est en tandem, on ne se voit pas. On a juste des tout petits miroirs, mais en fait, on les utilise très rapidement, très très peu. Je fais une petite parenthèse. C'est pour ça qu'on arrête les équipages. Ça aurait peut-être été une de tes questions après. Quand on part en OPEX, on a arrêté les équipages pour monter en puissance en entraînement spécifique, 2-3 mois avant, même plus. Et ce qui permet en fait d'avoir une synergie parfaite. Comme dans l'armée de l'air, quand vous partez en OPEX, il y a un chef de bord qui est assigné à un pilote. Les équipages sont arrêtés. Et vous fonctionnez tous les deux et vous ne volez qu'ensemble. Ouais. Et le but, c'est de se connaître parfaitement. Oui, et ça, en fait, c'est la même chose sur Mirage 2000D. Voilà. On peut et le but, c'est qu'on ait une telle synergie, et c'est ce qui d'ailleurs qui est hyper intéressant en termes de facteur humain dans le cockpit d'un Tigre, c'est qu'on n'a plus besoin de se parler au bout d'un moment, tu vois. Et on n'a plus besoin de se voir, et donc on comprend. Et c'est là toute la particularité du pilote. Et ce qu'on demande à un pilote quand il arrive en escadrille, on ne demande pas d'être maverick, d'être un super pilote, etc. Il y arrivera avec le temps, s'il a quelques lacunes ou pas. Mais ce qu'on lui demande, c'est d'être autonome rapidement. Et qui dit autonome, c'est ce qu'on va demander à un pilote de Tigre, c'est d'être capable de se projeter et de comprendre ce qui se passe en place arrière. C'est là qu'est toute la difficulté. Et c'est même en fonction de l'intonation de la voix. Ouais, exactement. Ça t'oblige à suivre. Et c'est là qu'est tout l'intérêt, moi. Et c'est pour ça que je remercie le bon Dieu de m'avoir fait choisir cet hélicoptère et d'avoir suffisamment pris les bonnes informations au bon moment dans mon parcours, quand je me décidais ou pas, ou j'allais me décider à choisir le Tigre. C'est vraiment ce qui m'a fasciné et ce qui me fascine toujours autant. Cette nécessité d'autonomie et cette importance dans le facteur humain dans le cockpit du Tigre, où en fait tu te dois, en plus de piloter ton vecteur, d'assurer les sûretés rapprochées de la machine, assurer la sécurité de l'équipage, être en mesure d'engager à courte distance, on pourra en parler un peu plus concrètement autour du système d'armes avec ton canon, etc. Mais en parallèle, être aussi capable de suivre
ce qui se passe derrière, donc la guerre de manière générale, pour être en mesure de, très concrètement, prendre une fréquence à ton chef de bord pour faire relais, parce que là, on a 5 radios à bord, si je me souviens bien. Ouais, 5 radios. Ah oui. Très rapidement, et pourtant, la BSS, on a fait quelques missions qui étaient quand même bien chargées, mais c'était pas le débarquement en Normandie, tu vois ce que je veux dire ? Parce que vous avez des fréquences pour parler avec les gens au sol, avec le contrôle aérien, avec la chasse. Avec globalement, on arrive très rapidement et facilement à avoir 4-5 radios qui parlent en même temps. Tu as du drone, tu as du chasseur. Parfois, tu as un asset complémentaire, type soit on mettait un Pilatus de chez nous, soit j'ai connu l'Atlantique 2 quand il y avait un détachement de la marine qui faisait le rôle d'avion C2, tu vois, Command and Control, pour faire relais. Et puis, tu as les trosols, donc les troupes au sol. Majoritairement, avec nous, c'était les commandos montagne, les GCM, et GCP aussi. On travaille beaucoup avec les GCM. Et donc, ça fait vite très chargé. Et le chef de bord derrière, ou chef de patrouille, si chef de patrouille il est, c'est-à-dire qu'il est leader d'un module de 3 machines. Donc, tu as 2 autres hélicoptères dans ton environnement qu'il faut prendre en compte. Donc, tu dois être capable d'avoir une situation awareness. Ouais, la SA. On n'est pas dans un vecteur qui va vite, comme dans un chasseur. Donc, en fait, nous, notre nécessité de capacité de projection, elle n'est pas dans le fait qu'on a un vecteur qui va vite. Elle est dans le fait qu'on est dans un volume contraint avec beaucoup d'assets qui rentrent en ligne de compte. Bon, un chasseur aussi, il peut avoir plein d'assets qui rentrent en ligne de compte. Puis en plus, lui, il va vite, mais... Voilà. Mais il a peut-être un peu plus de volume devant lui et il résonne à une échelle différente. Voilà. Donc vous êtes 2 dans l'appareil, vous avez chacun un rôle très précis à tenir, vous êtes entraînés ensemble avant de partir, vous avez fait énormément... Vous faites combien de vols avant de partir en OPEX, comme ça, pour vous rendre en osmose, pour vous mettre en osmose? Et alors, tout ça, c'est bien codifié et arrêté, tu sais. En fait, on a des heures de vol à respecter en suivant un programme, ce qu'on appelait, le terme a peut-être changé, mais je sais plus, c'est le MCO ou MCP, je dirais peut-être une bêtise. En gros, un programme de montée en puissance. Et il fallait que l'équipage ait 140 heures de vol. Ensemble ? Ouais, alors ensemble, à minima, pilote-gunner, les premières heures de vol peuvent être effectuées au delta près, en fonction du plan de charge de l'escadrille, d'exercice, de perm, de je ne sais quoi, un peu séparément. Mais je te dirais qu'au moins, 60-70% de ces heures de vol, dans l'année qui précède le départ, sont réalisées en équipage arrêté. Et les derniers mois sont faits, on vit, on mange, on dort avec son chef de bord. Parce que quand vous allez partir au combat, que vous allez partir en détachement, ça ne se décide pas 2 mois avant, vous le savez 1 an à l'avance que vous allez partir, que vous allez être détaché ? Les planifs se faisaient 1 an à l'avance, mais tu sais, comme on aimait à le dire et qu'on aime toujours à le dire dans le milieu militaire, il est urgent d'attendre. Donc oui, tu peux avoir une planif, je vais dire avec 1 année d'avance, mais ça peut évoluer. Après, ne serait-ce que pour des raisons personnelles, un pilote qui a un problème, un chef de bord, est-ce que tu peux le remplacer ? Il va y avoir une naissance, finalement tu vas faire un détachement de 3 mois. Ça restait à la géométrie variable, donc il faut être, comme dirait l'autre, souple sur les pattes arrière et être capable de s'adapter. Ok, donc dans l'hélico, place avant, place arrière, des rôles très différents. Vous avez le personnel arrière, donc qui est le gunner ou le chef de mission. Chef de bord, gunner. Chef de bord, qui doit avoir une vision un petit peu plus large que toi, mais malgré tout, tu as ton rôle à jouer à l'avant, tu n'es pas que le conducteur. Alors je dirais même presque l'inverse. C'est-à-dire que la vision plus large, lui, très rapidement, il se doit, vu que c'est lui le chef de mission, forcément, il rend compte aux échelons supérieurs, etc. Donc il faut qu'il ait effectivement une conscience de situation large. Mais par contre, quand il va faire de la recherche caméra, qu'il va être dans sa caméra, il va regarder, excusez-moi du terme, mais à travers un rouleau de PQ là, dans sa caméra, de 50 par 50, tu vois. Ouais. Et c'est là où en fait c'est hyper intéressant une nouvelle fois et c'est très complémentaire. Pourquoi ? Parce que je vais te prendre un exemple typique où on a en appui des GCM, des groupes commandos qui progressent sur une mission de reconnaissance. Il y a 3 groupes. Il y a en moyenne, si je te dis pas de bêtises, un peu moins de 40 PAX sur le terrain, divisé donc en 3 groupes. Ça prend rapidement pas mal de volume. Le chef de bord, il voit sur... globalement, nous, on est à peu près 1500, 1800 mètres des commandos qui évoluent. Et donc, lui, il regarde à travers sa caméra sur un champ qui donne du 50 par 50, tu vois. Et toi, tu dois être en mesure en permanence, de jour comme de nuit. Alors, de nuit, c'est encore plus rigolo. D'être en mesure de dire, OK, Spartan 8, il est où ? Spartan 2, Spartan 3, tu peux me les positionner ? OK, j'annonce stable au casque. Lui, il corrèle la caméra sur mon casque. Oui, et il peut directement récupérer. Donc en fait, si le pilote est aux fraises, il ne suit pas la guerre de son chef de bord, il ne suit pas ce qui se passe au sol
qui ne suit pas, donc, par exemple, les messages. Souvent, nous, en tant que pilote, on avait le JTAC qui était intégré dans les groupes commandos. Alors, le JTAC, c'est le coordinateur des attaques. C'est un homme au sol qui dirige l'action des moyens aériens. C'est le spécialiste 3D et l'emploi 3D en appui des troupes au sol. Et donc, toi, ton rôle aussi, c'est de renseigner aussi ton chef de bord qui doit, lui, guider la mission et lui confirmer la situation globale. Parce qu'effectivement, si tu as des troupes au sol qui voient des mouvements, il faut pouvoir lui dire c'est des PAX de chez nous ou pas. Exactement. C'est pour ça que c'est très, très complémentaire avec la difficulté qu'on ne se voit pas et qu'il faut qu'on sache utiliser au mieux notre système. Donc, c'est pour ça qu'on est quand même exigeant sur la connaissance du système et la maîtrise du système et qu'on ait assez de cases libres pour, outre la déconfliction avec les autres machines du module, la sûreté rapprochée de la machine, le pilotage de ta machine, suivre la guerre et rapidement, tu prends les deux manivelles et tu... T'as eu des moments où tu es arrivé à saturation et tu t'éloignes... ça peut arriver, ça, un équipage qui a trop d'infos, on se retire, on s'éloigne un petit peu, on recale les gyros et on revient. Non, alors tu peux pas, parce que quand tu es dans l'action, tu peux pas. Non. Tu peux pas. En plus, typiquement, nos missions, alors je reprendrai l'exemple de ce que j'ai connu, qui était 90% du temps d'appui aux troupes au sol. Quand tu décolles pour un tic, là, troupe in contact, il est hors de question que de décrocher, etc. Ouais. Donc, c'est là où tu t'appuies sur ton entraînement et que c'est pas que de 20 mots. Acquérir des automatismes, connaître parfaitement son système, savoir réagir en fonction des pannes, des différentes situations que tu vas pouvoir rencontrer à l'entraînement. J'enfonce des portes ouvertes, mais tu te rends compte de son intérêt et ça se concrétise vraiment sur le terrain en mission, quoi. De toute façon, il y a un truc qui est simple, c'est que l'hélicoptère en lui-même, la machine que tu utilises, relativement simple à piloter, finalement à manier, donc ça te libère énormément de cases pour gérer le reste. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. En fait, il faut être bon pour faire ce métier-là, entre guillemets. Non pas parce qu'on veut des As et une nouvelle fois des Mavericks, parce que la machine est difficile à piloter. Je te prends l'exemple d'une Gazelle. Une Gazelle fera un pilote beaucoup plus fin qu'un Tigre. Parce qu'un Tigre est une machine plus lourde, qui est beaucoup plus assistée avec un super PA. Pilote automatique, pardon. Et donc, en fait, la machine est facile à piloter. Mais ce qui est logique, parce que ça te permet de te libérer une nouvelle fois des cases pour te concentrer sur le système d'armes. Alors, je pondérais un peu mes propos, parce que le Tigre... je l'apparente à une femme. Il faut toujours la caresser dans le sens du poil, tu vois, être doux avec et ne jamais la violenter. Ben, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que si tu violentes un tigre, il va te le renvoyer au centuple et tu gagneras jamais contre lui. C'est pour ça qu'il est important quand même de garder une bonne dextérité en pilotage, ce qu'on appelle la tenue machine. Donc quand on fait des vols d'entraînement, moi j'insistais souvent quand je partais avec de jeunes chefs de bord qui ont peu de recul en pilotage, ne pas dire je vais te montrer, parce que ça tue dans ce métier. Mais dans des choses cadrées, savoir rester dans le domaine de vol, dans ce qui est autorisé et prescrit, mais quand tu secoues la machine, elle ne se comporte plus pareil. Là, le pilote automatique est plus capable de suivre, etc. Donc il faut quand même, ça a ses limites, il faut quand même garder un bon niveau de pilotage et une certaine finesse de pilotage avec le Tigre. Parce qu'avec son rotor rigide, il a beaucoup de ressources. Et comme dirait l'autre, ce serait dommage de mourir en voulant éviter de mourir en faisant une grosse esquive sur un départ missile, tu vois, parce que tu sais pas rattraper la machine va te surprendre. Voilà. C'est une machine facile, mais qu'il faut respecter, mais ça on le dit de tous les appareils. De toute façon. Oui, voilà. Bon, le Tigre a donc sa spécificité, c'est une machine lourde, tu l'as dit stable, avec un pilotage relativement transparent quand tu restes bien dans le domaine de vol, ce qui te libère des cases pour utiliser le système d'armes. Alors le système d'armes est, on l'a vu, assez complexe. Vous avez le canon, vous avez des missiles, vous avez des roquettes. Ouais. Quelles sont les armes que vous utilisez ? Enfin, comment se fait le choix ? C'est le chef de bord qui décide d'engager avec tel ou tel armement ? Alors, comment ça se passe ? En conduite, pendant l'opération, bien évidemment. Ça, c'est vraiment la situation tactique. La SITAC, comme dit l'autre, qui va... C'est le chef de bord qui dit là, on engage à la roquette, on engage à Hellfire. Et puis appuyé en ce sens par son pilote. Et c'est un véritable échange. Alors, c'est toujours pareil, c'est du facteur humain. Tout dépend le relationnel que tu vas établir. Puis, c'est toujours pareil. Au fur et à mesure que tu prends de l'expérience, des heures, etc., c'est sûr que tu prends un peu plus de poids dans le cockpit et tu pèses un peu plus lourd dans la décision, même si c'est pas toi le commandant. Il y a un dialogue avec le complètement, en permanence. Pour dire, bon là, c'est mieux au canon, je le sens plus. Parce que le canon, parlons-en de 2 minutes, c'est toi qui vas l'utiliser, c'est lui, comment ça se passe ? Alors, c'est moi qui vais l'utiliser vraiment dans un contexte d'autodéfense. Pourquoi ? Parce que moi, je vais pouvoir engager au casque. Tu as ton casque, tu peux... Donc là, sur le tir, en fonction de ce que tu vois, le canon suit ton regard. Ouais.
Parce qu'on a en gros l'équivalent d'un head-up display, comme dans un chasseur, qui est projeté dans le casque. Tu vois, dans mon HMS Head Mounted Sight, là, donc en gros mon display sur le casque, on voit les 2 cercles verts. Bah, ça, c'est ni plus ni moins une projection holographique d'un head-up display. Ce qu'on avait sur la première version du Tigre, le HAP, hélicoptère d'appui protection. On avait un head-up display, un HUD. Mais là, maintenant, vous avez un affichage en casque, voilà. et toi, tu tournes la tête et le canon suit. Exactement. C'est un choix qui a été fait de mettre ça sur le pilote avant. Derrière, il a lui la possibilité aussi de l'activer. Il peut tout à fait le faire, mais alors, concrètement, si nous, on est prêt à partir à courte distance, lui, il n'aura pas le temps d'asservir la caméra sur la zone de target. Voilà. Okay, d'accord. Et donc, en fait, de donner à manger la conduite de tir et d'être plus stable, plus précis pour tirer plus loin. Donc, dans ce cas-là, c'est le pilote qui va engager au casque. D'accord. Parce que nous, on va voir la menace et on va engager. C'est là tout l'intérêt du tir au casque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une hausse fixe et on ne peut pas, une nouvelle fois, donner tous les éléments nécessaires à la conduite de tir pour avoir un tir plus précis. Donc, en fait, c'est vraiment un tir d'autodéfense. Okay. L'armement est employé par le chef de bord 99% du temps. Donc, c'est lui qui analyse la cible et qui décide d'engager soit au missile, soit à la roquette, au canon en autodéfense. Vous utilisez quoi comme armement ? Les missiles, c'est des Hellfire, c'est des missiles d'origine américaine qui sont relativement légers, qui tirent à quelques kilomètres. Oui. Voilà, une nouvelle fois, je ne travaillerai aucun secret, mais le Hellfire, il suffit de jouer à DCS pour avoir. Ici, on a quelques spécialistes. On te fera une émission spéciale DCS, avec le Tigre. Il n'y a pas de problème. Je suis un peu tombé dans la marmite au passage, donc ça sera. Oui, on a oublié de préciser que tu es un grand passionné d'aviation à tout point de vue aussi. Oui. C'est pas faux. Et donc le Hellfire, 45 kg. On a 2 types de Hellfire, le K et le N. Le K double charge creuse, donc pour taper du blindé. Voilà. Ok, mais là, pour les engagements en Afrique, vous ne deviez pas en embarquer beaucoup ? Ça dépendait parce qu'on n'est pas non plus des Américains. Donc, et on n'avait pas un stock énorme sur le théâtre, parce qu'initialement, il n'a pas été acheté un grand nombre de Hellfire pour des raisons de programme, de missiles qui allaient arriver derrière, de budget, enfin bref. De budget, disons-le, de budget. Oui. Et surtout parce qu'un missile européen devait arriver, qui arrivera peut-être, et très certainement avec le rétrofit Mark III, même si je crois qu'il s'appelle plus tout à fait comme ça, parce qu'il était un peu dégradé, etc. Mais le rétrofit MIVI du Tigre, on devrait avoir un missile, certainement l'Acheron LP, donc porté. Bref. Et donc, on avait les 2 types, du K et du N. On a employé les 2. Et même le N thermobarique, pour du milieu clos, c'est une surpression. Même en milieu ouvert, ça fonctionne bien. Hellfire, roquette. Hellfire, roquette, 68 mm, non guidée, la fléchette, qui dépote. Arme de saturation. Voilà, ni plus ni moins. On devrait avoir sur un standard intermédiaire, incessamment sous peu, la roquette guidée laser, enfin, ce qui sera un très bon palliatif et solution intermédiaire entre un missile Hellfire et la roquette non guidée ou de l'obus. Typiquement, sur les engagements au Mali, ça nous aurait été bien utile parce qu'une roquette est quand même moins coûteuse qu'un Hellfire et on n'avait pas forcément toujours nécessité d'utiliser le Hellfire. En tout cas, on avait quand même parfois besoin d'une force de frappe un peu plus importante que du canon. De l'obus. Le Hellfire, il y a une charge explosive à l'avant qui est un peu plus importante que sur la roquette et ça peut être intéressant d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis dans ces cas-là. Oui, plus précis via la roquette guidée laser en comparaison de la roquette non guidée. Et avoir une zone d'impact plus réduite. Oui, parce qu'en fait, une nouvelle fois, en BSS, on était souvent engagé avec les troupes amies, proches des troupes, au contact. Donc en fait, on a très peu. Moi, j'ai souvenir d'une mission où j'ai vu un tir roquette. Mais sinon, on n'utilisait pas les roquettes et on les avionnait très rarement. Tu as participé à combien de missions de guerre, toi, dans ces 5 détachements ? Alors, en mission, ça a vraiment camphré. Je vais peut-être me tromper, mais dans les grandes lignes, 1, 2, 3, 4, 5, dont une dont je me remémorais les événements ce matin, où c'était la seule fois où je suis rentré Winchester. Avec plus de munitions. T'avais tout sorti, ce qui est assez rare de rentrer Winchester. Alors déjà, des missions où t'engages, c'était pas tous les jours non plus, loin de là. Donc en fait, tu as un certain nombre de missions de guerre, mais un nombre assez limité où tu as réellement ouvert le feu. Ouais. Après, c'était des missions, pour donner un ordre d'idée, la plus longue, je crois que c'est sur mon premier mandat, il est des formateurs celui-là, 13 heures de mission et 11 heures de vol. 13 heures de mission, donc ça veut dire des retours pour ravitailler, régulièrement. Réarmer, etc. Ok. Mais on n'est pas descendu de la machine pendant en tout 13 heures. 13 heures, donc une journée
Bonne journée de travail. Ouais, c'est ça. Vous avez des limitations de temps de vol? Parce que par exemple, un pilote de ligne ou un pilote de chasse, on peut... Enfin, en métropole. De chasse, c'est pas trop. Mais au combat, les limitations tombent. Tant qu'on a besoin de vous, vous y allez. Ouais, c'est un peu le culte de la mission. Ouais. C'est la priorité. Ce qui est compréhensible. En métropole, bien évidemment, on a un cadre. On a un cadre des récupérations, après vol de nuit, un temps d'heures de vol par jour en entraînement, ce qui est logique. Il faut cadrer la chose. Parce que safety first, bien évidemment. En opération, c'est différent. C'est l'opération qui dicte tout et qui va rythmer l'ensemble de ta journée, quoi. Et en opération, comment ça se passe en fait? Vous êtes basé sur une grosse base comme Niamey, vous avez des installations en C'était Gao. Ou Gao, mais vous avez aussi des détachements dans la verte, parce que par exemple la photo qu'on a là on n'est pas sur une grosse base, là on est en détachement au milieu de nulle part là. Alors ça c'est ma dernière OPEX. Elle est hyper intéressante et je suis content que tu la montres cette photo. Ah mais je l'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé ce moment. J'aurais une anecdote marrante à te raconter. On était au milieu sur une opération qui suivait son cours. On avait rejoint des troupes françaises engagées sur une opération de ratissage dans une région bien précise au Niger. Et pour des raisons tactiques, etc., on était en appui et donc on était au niveau de leur FOB qui était juste derrière, donc leur base avancée opérationnelle. FOB, c'est Forward Operational Base. Ok, base opérationnelle avancée. Voilà. Et donc en fait, là, derrière on le voit mal, mais tu as un NH90 et derrière, en fait, c'est que des véhicules qui forment un gros carré romain, là, tu vois, et un petit camp. Et on vit. C'est la caravane dans Lucky Luke. Mais exactement, c'est ça. Et nous, on posait nos hélicos. Juste à côté, et puis après on sécurisait. C'est pour ça que tu vois les FAMAS, les HK qui sont pas loin. Et là, cette machine-là a eu un problème moteur. Et c'est là où. Vous avez bouffé du sable? Alors, bouffer du sable, alors ça, oui, alors, tous les moteurs, toutes les machines ont bouffé, les humains, tout le tralala. Sauf que celui-là, il l'a vécu un peu moins bien que les autres. Et je pense qu'il était là depuis un peu trop longtemps, peut-être. Et donc là, on fait une opération de maintenance. Il était décidé qu'on n'était pas en mesure de rentrer. Ah oui. Et donc le moteur a été changé sur le terrain. Donc là, c'est là où je souligne l'engagement des mécanos. Parce qu'ils ont été capables, là, il y avait un camion, un PP Log, donc là, on voit la grue derrière, qui était en soutien des troupes au sol, qui est venu nous aider, aider surtout les mécanos, qui ont bossé quand même dans un cadre tactique engagé, hein, parce que on n'était pas tranquille à la maison, dans des conditions... là, il y a 45, 46 degrés à l'ombre. Il n'y a pas trop d'ombre. Et il n'y a pas d'ombre. Voilà. Et changer un moteur, la photo parle d'elle-même. Hein. Ouais, j'imagine 2 jours comme ça. Ah oui, 2 jours. Ouais. Et ils se sont bougés, hein, parce que changer un moteur en temps normal, ça prend plutôt 3 jours avec des équipes bien armées et qui vont dropper. Donc... Non, ils ont été assez extraordinaires sur le coup. Parce qu'ils sont pas très nombreux, il y a quoi Ah non, ils étaient pas très nombreux. Je crois qu'ils sont venus, ils étaient 5. Ah oui. 5, 6, pas plus. Non, on n'est pas du genre... non, on n'est pas des Marines. Hein. On débarque pas à 50, non. Et donc, ils ont fait un travail extraordinaire et ça arrive pas toujours quand même. Hein. Quand ton moteur est dans la verte, c'est qu'on pouvait pas faire autrement. Mais t'étais là. Et puis, le moteur est robuste. Donc, ouais, c'était hyper intéressant. Et dans ces cas-là, vous dormez sur place avec les soldats? Ah oui, complètement. On était dans notre petit camp romain la nuit ou la journée, parce qu'une nouvelle fois, c'est les opérations et les vols qui rythment, les journées. Et là, tu vois notre petit camp, donc, qui ressemble plus... un camp de gens du voyage sans leur manquer de respect. Et encore, je pense qu'il y a des camps des gens du voyage qui sont plus organisés et plus propres que les nôtres, mais voilà. Quoique c'était quand même assez organisé. Et on voit vite que ça prend pas mal la poussière. Oui, je vois ça. Et en fait, c'est vraiment très très léger. Vous êtes vraiment au milieu de nulle part. Ah oui, complètement. Et ça, vous êtes capable d'installer un camp comme ça en quelques minutes, en fait, en quelques heures. Ouais, ça. C'est ce qui fait toute notre force. Hein. Et la force des armées françaises, hein, sans faire de la retape. Voilà, ça c'est en direct de mon lit. Voilà. Au petit matin. Rengagez-vous, qui disait, vous verrez du pays. C'est ça qu'il faut qu'ils mettent comme photo sur les campagnes de recrutement. Là, pour le coup, on a vu du pays, c'était l'aventure. Là, tu te dis, ou la nuit, en plein milieu de l'Afrique, là, quand t'as le ciel étoilé, immaculé, on ne peut pas voir. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ou alors, quand t'es sur le bateau, amphibie, au milieu de la Méditerranée, etc., c'est les 2 seuls endroits où tu vas voir des ciels aussi étoilés, et c'est juste fabuleux. Et alors, pour l'anecdote, cette photo-là, je ne sais pas si cette nuit, cette mission-là, on était engagé avec des troupes nigériennes qui assuraient la sécurité de l'outer cordon du camp, donc la partie extérieure. Le rempart extérieur. Voilà. Ils avaient des pick-up avec de la douchka, la bonne vieille 14.5, là. C'est de la bonne moulinette. Ouais. Et dans la nuit, vers 3-4 heures du matin, je me retourne. Et alors, là, on voit mon duvet en mode décathlon, etc., dans un moustiquaire.
Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'à gauche, j'ai mon HK, j'ai mon porte-plaque qui est donc j'ai pas mal tout mon équipement qui est proche. J'ai juste à l'enfiler et je file à la machine qui est à 100 mètres. Et là, dans la nuit, je te dis 3-4 heures du matin, et je sais pas si je fais bien la 14.5, hein, mais c'était crédible. Ouais. Ça, c'est à force de jouer à DCS. Ouais, c'était de la 12-7. Ouais, on sait pas trop. Et le départ du coup, sur la photo, il est un peu plus loin à gauche. Là, je me souviens comme si c'était hier, à 200-300 mètres. Donc on n'est pas loin quand même. Hein. Et là, je saute de mon lit. J'annonce contact, 6 heures. Alors, je sais plus ce que je dis. Je réveille tout le camp. Et là, pour le coup, Cocorico, les Alatman, on a été les premiers ops à la machine. Et là c'était un film, hein, parce que tu vois les camions là, moi je suis parti en mode appui, perroquet avec mon chef de bord, et on progressait en direction du... parce que là, quand tu as deux départs de rafale... C'est que c'est pas un tir accidentel, il y a quelque chose. Ouais, c'était quand même... sur le coup, on était un peu tendu, on est parti à la machine jusqu'à ce que ça se détende, et c'était juste le Nigérien qui avait laissé partir sa relève, en plein milieu de la nuit, et la relève, au lieu de partir dans le bon sens en direction du camp français, était partie dans l'autre sens pour aller faire ses besoins. L'autre l'avait oublié, quand il s'est relevé, il a vu quelqu'un bouger et il a tiré. Et il n'a pas fait de dégâts. Non, une sommation, non, il n'y a pas eu de blessés. Mais nous, ça nous a fait un peu monter en tension rapidement. Tu m'étonnes. Alors donc, on apprend que toi, en tant que pilote de Tigre, tu as un HK, tu es armé, tu es prêt aussi. Avant d'être un pilote de la LAT, tu es un mec de l'armée de terre, quoi, en gros. Toi, tu aurais pu être un bon recruteur dans l'armée de terre. Engagez-vous, qui disait. Ouais, parce que c'est ce qu'on nous rabat depuis tout petit. Parce que là, il y a une photo, on se dit, c'est une photo mytho, quoi. C'est bon. Ouais, c'était la photo souvenir sur cette fob-là. Alors, je précise, là, on est en mode décontracte, parce qu'il y a quand même des moments décontracte. Et on était sortis du camp pour faire une photo devant la machine. Il y avait quand même des éléments d'appui. Et donc, on avait nos porte-plaques, mais on est en t-shirt un peu décontracté. Et puis, vous êtes souriant, surtout. Ouais. Bah oui, quand même, on va pas pleurer. Hein. Là, ça... Il y a d'autres moments où c'est moins rigolo, mais là, ouais, on n'allait pas pleurer. Et donc, c'est pour ça qu'on est décontracté. Mais quand on est en vol, on a une tenue quand même qui est plus complète. Et on a nos ceintures de combat aussi. Bah là, je l'avais, d'ailleurs, sur la photo. On a notre rubasse complète. Enfin, bref. Là, c'était à la cool. Mais oui, effectivement, on est des combattants avant d'être des pilotes. Pourquoi ? C'est pas juste pour recruter et être bon milouf... carré boulon, parce que si on se retrouve au sol, il faut être en mesure de combattre, et ça, c'est pas que dans les films, c'est pas que de jolis mots. Et moi, j'avais à cœur, et on avait cette culture-là, et on l'a toujours chez les Tigrous, de l'entretenir. Pourquoi ? Parce que les GCM dont je te parlais là, donc les groupes commando montagne qui étaient intégrés, c'était vraiment devenu, c'était une petite famille, on était vraiment une petite famille, on se connaissait très bien. Moi, il était hors de question que je sois un boulet pour eux si je me retrouve au sol à leur profit. Et certaines opérations nous ont montré qu'on pouvait s'y retrouver. Hein. Le crash de la Gazelle sur l'opération Aconite. Alors, c'est l'anecdote avec Blasco. Ouais, c'est exactement. Ça, hein. Donc, tu y étais, toi, sur ce... Ouais, j'y étais, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est... Enfin, tu étais vraiment au contact ? Enfin, tu étais dans l'opération ? J'étais au contact. J'étais pas sur l'opération... Enfin, j'étais sur l'opération. Il y a des reportages dont on a parlé. Oui, des images de France 2, etc. D'ailleurs, pas mal d'images proviennent entre autres de ma machine et on entend les échanges radio des équipages, etc. On resitue. Max, ouais. Vous êtes sur une opération, c'est Barkhane, Barkhane, exactement. Barkhane. Il y a une gazelle qui est abattue. Oui, au petit matin, à la suite d'une opération qui a duré toute la nuit. Ok. L'équipage de la gazelle est au sol blessé. À bord, ils ont donc son prénom m'échappe. Maxime Blasco, qui est un sergent-chef ou caporal-chef. Non, caporal-chef des troupes de montagne. Ouais, un GCM. Qui est tireur embarqué. TTE, sur une gazelle AFTE. Voilà. Et ils sont au sol, ils sont blessés. Ouais. Et lui va, même s'il est blessé, récupérer ses deux pilotes. Ouais. Et leur sauver la vie d'une manière assez incroyable. Alors là, on est dans le film total. Ouais, là, pour le coup, de manière plus qu'héroïque. Ce qui est sûr, c'est que si Max n'avait pas été là, les commandos, les GSM qui étaient au sol à ce moment-là, donc Maxime, lui, était le TE de la... Le tir d'élite, pardon. Tireur d'élite à bord de la Gazelle, voilà. Donc il assurait une mission d'appui avec son fusil. Exactement. Et il se retrouve au sol. Voilà, et les commandos étaient quand même encore un bon kilomètre plus au sud-ouest, si mes souvenirs sont bons. Donc ils auraient mis du temps à revenir sur eux, et sachant que le trinôme qui avait abattu la Gazelle était pas loin. Ok, donc en fait, il y avait des ennemis qui étaient là, ils étaient au contact, ils s'écrasent, et là, ils sont vivants, c'est plutôt une bonne chose, mais là, il faut déclencher une opération blessée. Mais amoché pour l'équipage. Hein. Et même Max était blessé.
Et ce qui nous a aussi donné largement du grain à moudre sur le fait d'avoir une bonne condition physique. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'avait pas été solide comme ça, oui, mais c'est il n'aurait pas pu de montagne, donc c'est costaud, là, c'est du bûcheron, là. C'est du bûcheron, c'est du force spéciale, pas loin de la force spéciale. Bon, mais oui, sa boxe, ça sort du même moule, on va dire ça. Ouais. Donc, équipage à terre, toi, t'es dans ton Tigre, tu arrives en appui, t'es loin, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, j'étais sur le premier rideau, pour être précis, le deuxième du premier temps de la mission. J'ai pas été les premières patrouilles à décoller en milieu de nuit, je crois que ça avait commencé à 22-23 heures. Et une nouvelle fois, pour l'anecdote, je pense que ça va être le mantra de l'émission, pour l'anecdote. Oui, mais on est là pour ça, tu vas nous en raconter. Et quand en fait la mission tombe en début de soirée, nous on était au PVS. Il n'y a que les militaires pour sortir des termes comme ça, PVS, point de vente secondaire. Point de vente? Ouais, point de vente secondaire. Vous étiez au Monoprix, quoi. Non, mais à la popote. D'accord, ok. Sauf qu'en fait, un militaire aime bien sortir des termes bien carrés, précis. Ouais. Alors, donc toi, t'étais en... Et donc, on se fait appeler, parce qu'on avait toujours ce qu'on appelait des ZZ, mais des Toki. Pour la faire simple, du renseignement remonte, il y a de l'activité, et de l'activité en nombre, beaucoup, ça bouge. Et une opération va être décidée, va être déclenchée. Moi, je me dis à ce moment-là, ouais, ok, en plus, on partait pas premier rideau. Pour te dire que c'était quand même une opération qui était extraordinaire, c'est que vu que je partais pas en premier rideau, je me suis dit, ok, on va se coucher et nous, on viendrait juste faire gonfler les heures de vol à la fin, balayer les miettes, assurer l'appui des GCM qui feront leur reco post-strike, et puis terminer bonsoir, et on aura perdu une nuit de sommeil, quoi. Et raté, il y a du monde. Raté, ça a cancré comme jamais, ouais. Et quand en fait, on part... nous on décolle à 23h minuit. Il y a quand même, je crois, un bon 60 nautiques quoi, à faire, donc plus d'une centaine de kilomètres. On n'a pas la liaison, on a la dernière. On sait que ça a tiré, que ça a engagé. Tu sais à ce moment-là qu'il y a une gazelle abattue? Non, j'y viens après. C'est juste pour te donner un peu l'échelle de l'opération. On dit que ça a tiré, etc. Bon, ok, ça a tiré. En règle générale, quand ça a tiré, bon, après ça se calme. Il y a eu un échange de tir entre deux troupes au sol, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis les tigres sont intervenus, appui, terminado. C'est pas un engagement qui dure des heures. Ou du moins, on pensait pas que ça allait durer si longtemps. Parce que le scénario de base, c'est il y a un contact, il y a un contact, on appuie. Ou là, en l'occurrence, on avait identifié clairement via toute la chaîne ce qu'on appelait les GAD là, et le renseignement pour valider que c'était bien une target, etc., qu'on allait la neutraliser, etc. Bref. Et là, quand on arrive sur zone, on comprend, quand on commence à voir la liaison, après avec le drone, le Reaper qui est sur zone, que là, c'est encore en train de tirer. C'est sur un gros contact. Ouais, c'est ça, c'est encore en train de chauffer, quoi. On dit, ouh! Donc là, ça te met un peu dans le game. Nuit 5. Donc nuit 5, c'est... Très sombre. Ouais, très sombre. Tu le vois qu'en Afrique, ou au-dessus de l'eau, voilà. Donc des nuits où, effectivement, les anciens aiment bien te dire, avant de partir sur ton premier détachement, tu verras, tu mets ta main devant toi comme ça et tu vois même plus ta main. C'est vrai? Ah oui, c'est le cas, ouais. En fait, en nuit 5, pour peu que tu aies un peu de sable soulevé, tu es en IMC total. Et donc, on arrive sur zone, là, on dit, ok, ça va campher, ça camphe. Pendant, nous, on a les 2 CET, donc les 2 heures supplémentaires, on fait au moins plus de 4 heures. Donc, et on décroche au petit matin. Là, il y avait d'autres éléments du GTDA, donc en gros des éléments ALAT, qui étaient sur une autre base avancée, on en parlait tout à l'heure, c'est des gazelles. Et l'AMC, enfin le patron de toute la partie 3D, la partie 3D ALAT, décide d'engager ces gazelles pour nous soulager, parce qu'en fait, on n'avait que 4 tigres sur zone. D'accord. Et donc comme le combat continuait, voilà. Vous avez besoin de ravitailler. Alors nous, on décroche, on dit ok, c'est terminé. Et donc là, il y a des tigres, 2 autres tigres qui arrivent, les gazelles aussi. Qui sont binômés avec des gazelles. Et là, à ce moment-là, on a un tigre, une gazelle. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une gazelle FTE qui est engagée. Ok. Voilà. Et donc, moi, j'étais sur le point, je me souviens, j'aide les mécanos à recharger, à réarmer notre machine, parce que la mission n'était pas finie, même si on était plutôt sur la phase descendante que montante, quoi. Donc, t'avais tiré, donc fallait on recharge les obus avec les mécanos, on leur file un coup de main, on discute. On va prendre la dernière au CO, au centre opération. Puis après, au moment où je retourne à ma tente, parce qu'à ce moment-là, on vivait encore en tente. Je vais pour me coucher et là ça déclenche. Oh, on a perdu une gazelle, machin. Voilà, je peux te dire que la montée de T4. Oui, là, adrénaline à fond. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que là, il n'y a pas de précipitation et c'est là où tu te rends compte de l'importance de l'entraînement, c'est qu'il n'y a que des automatismes qui reviennent. Et qui reviennent très très vite. Tu t'installes à la machine, tu réfléchis pas. Et le but, c'est que tu ailles au plus vite. Voilà. Mais sans perdre de temps, on passe pas. Non, mais tu vas au plus vite. Là, tu sais qu'il ne faut pas traîner. Tu passes ta checklist quand même ou... Ouais. Rapide. Ouais. Ok. Ouais. Vous décollez, vous allez... Voilà, ce jour-là, j'ai décollé en moins de 5 minutes, on avait décollé. Oui. Moins de 5 minutes. Ça fait monter les températures, tout va bien. Voilà. Vous allez au contact. Vous allez sur la zone où il y a le contact. Et là, pendant ce temps-là, donc vous avez un équipage qui est au sol, 2 pilotes blessés, Blasco qui lui est touché, mais... Ça, c'était déjà joué avant, le temps qu'on arrive sur zone. Ouais, c'est le tigre qui était sur zone.
qui est parti directement et ce qui s'est faire passé, le T-Rex. On va accélérer un tout petit peu, Ouais. c'est qu'il a évacué les 2 blessés en utilisant le tigre, en accrochant les 2 blessés au tigre pour qu'il les ramène dans les lignes ennemies. Ce qu'on appelle la procédure T-Rex, c'est qui est quelque chose d'écrit et qui est arrêté. Dans les lignes ennemies à 1 kilomètre de là. Hein. C'était juste un saut de puce pour les ramener près de l'infirmier. C'est ça. La particularité, c'est que dans le crash, Max avait perdu sa safety line, donc sa ligne de vie. Oui. Sur l'équipage, on le voit sur les différents reportages, ils n'étaient pas en mesure de marcher. Ils étaient quand même bien esquintés, bien touchés. Il y en a un qui l'a perdu et l'autre l'avait. Donc en fait, ils étaient 3 pour une seule safety. Il a quand même réussi à tirer les 2, les mettre sur le train d'atterrissage. La procédure veut qu'on puisse s'installer sur le train d'atterrissage et sur l'ailette. Et lui est monté sur l'ailette. Sur les 3, il n'y en avait qu'un seul qui était brêlé. Donc autant te dire... Les 2 autres s'accrochaient. Et c'est pour ça que le pilote, pour ne pas le citer, mais il se reconnaîtra, franchement, bien joué de sa part. C'était pas évident et il était un peu comme ça en décollage. Il n'avait pas envie d'en voir un tomber. Quoi. Non, voilà, exactement. Et mine de rien, dans ces moments-là, les secondes sont interminables. Donc effectivement, le but, c'est pas de voler à 130 nœuds et de traverser l'Afrique avec, mais de faire un bond jusqu'à la position amie. Les mettre à l'abri des troupes amies qui avancent, qui se à 1 kilomètre à pied, ça fait 10 minutes, 20 minutes. Mais là, il faut quand même s'imaginer que il y a quand même un effet de sidération. Hein. On a beau être entraîné, etc. T'as beau avoir beaucoup d'expérience, il y a quand même un effet de sidération parce que c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours, quoi. Et donc, il faut trier les patates à ce moment-là. Il y a beaucoup outre la sidération, d'intensité, tu l'entends, les échanges radio, etc. Et donc, pour réussir à garder son sang-froid, c'est pas évident. En fait, les tigres à la gazelle, c'était un peu décalé sur une autre zone d'intérêt. Et donc, en fait, il a fallu recaler les gyros, entre guillemets, pour retrouver les GCM. Et donc, il y a tout un échange qui se met en place en ayant les 3 gars amochés. Ça n'a pas duré longtemps, mais les secondes... Et toi, tu arrives juste après ? Moi, j'arrive après, en relève de la... Alors, il y a une deuxième gazelle qui avait décollé pour venir remplacer la gazelle qui s'était crashée, et du tigre de Paco et Nico, quoi. T'as engagé les Pax. Alors à ce moment-là, c'était calme parce que franchement, on avait quand même, nous, on avait déjà bien défouraillé. Tu baissais les têtes, quoi. Ouais, ça avait défouraillé toute la nuit. Hein. Et c'était techniquement parlant, je pense que là, à moitié de perso, j'y ai repensé il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en parle, mais j'avais un peu atteint j'étais sur la pointe de tungstène de mes compétences, quoi. C'est-à-dire que quand j'y repense, en toute humilité, nuit 5, on tirait, on était en Dunkin, donc en gros des cercles centrés autour de la menace, de la target, étagés, souvent soit à contresens, soit dans le même sens, ce qui veut dire qu'en fait, moi étant dans le cercle intérieur, souvent je rattrapais l'autre machine. En nuit 5, on voit que les feux de formation. Mm-hmm. On est étagé, donc en fait, quand tu arrives à son niveau, tu vois plus l'autre machine. Okay. Tu vois. Donc en gérant la coordination, les feux, en donnant les autorisations de tir au chef de bord, parce qu'une nouvelle fois, comme je le disais au début de notre conversation, lui, dans sa caméra, il regarde un endroit précis, toi, tu vois tout ça. Tu vois. Donc il faut dire non, stop. Là, il y a Spartan Unité ou tel élément ami, ou alors stop. Il y a l'autre tigre, je vais rattraper, tiens les feux, ou demander à l'autre tigre d'arrêter les feux parce que tu vas le doubler, etc. Et quand tu dis arrêter les feux, c'est pas les feux de position, c'est arrêter de tirer. Les feux de tirer au canon. Okay. Et ça, à ce moment-là, j'avais atteint une aisance en JVN et tactiquement parlant dans mon job de pilote dont je me suis fait affectionner par la fois. J'ai perdu parce qu'en fait, ça demande vraiment un entraînement d'y aller, de battre le fer en permanence pour garder ce niveau-là. Qui était une nouvelle fois, je sais en toute humilité, c'est parce que je me suis fait affectionner de nombreuses fois derrière en me disant que j'avais plus le même niveau, quoi. Et donc tout ça, donc, quand on est arrivé donc, au petit matin, c'était de nouveau calme. Moi j'ai juste vu, je me souviens, la gazelle en impression 2D. Et là, tout s'est calmé, on a juste sécurisé, trié les patates. Et l'action avait quand même déjà duré. Ça avait commencé à 22h la veille. Et nous, on a décroché vers 10h, 11h le lendemain, quoi. Les 2 pilotes qui ont été blessés ont pu revoler. Oui, ils revolent. Ils ont revolé. Le pilote est maintenant est passé sur Tigre. Le pilote de la Gazelle est passé sur Tigre. Il est à Pau. Il est même chef de bord. Il va bien. Et le chef de bord, lui, est moniteur maintenant sur Gazelle en école. Quant à Maxime Blasco, malheureusement, il a été tué en opération 1 an ou 2 après. 2 ans après. Et pour l'anecdote qui est malheureuse, j'étais sur l'opération. Voilà. Tu étais aussi sur cette opération-là. Et tu étais Alors, ce qui s'est passé...
Parce que Blasco a quand même eu un hommage national, étant donné les services rendus, c'était un minimum. Il était sur une opération, il était au sol, il a été touché par un sniper, hein, c'est ça Alors pas un sniper. Un tireur, quoi. Ouais, un tireur qui était... embusqué ou... Ouais, embusqué, totalement. Et il n'aurait rien pu faire. Le tireur en question jouait son va-tout parce qu'il savait ils allaient sur lui. Il n'allait pas s'en sortir. D'accord. Et que la manière dont ratissait le GSM, enfin, il allait lui tomber dessus. Et en fait, il est resté planqué. Il a envoyé une rafale au moment où il les a vus à bout portant. Donc Max pouvait strictement rien faire. On pouvait rien faire. Il a été touché à la tête. Il est mort sur le coup. Ouais. Du côté, enfin, je sais pas si c'est la carotide, mais bon, bref, il est décédé très rapidement parce que il a été touché au mauvais endroit. Ouais. Et toi, tu étais sur cette opération-là? Ah oui, j'étais en appui? Ah oui, j'étais au-dessus de lui. J'étais au-dessus de lui. Et c'est toi qui as géré la suite? Alors moi qui ai géré, j'étais avec donc mon chef de bord qui était le chef de patrouille à ce moment-là. Quand on voit le contact, l'intensité du moment, etc. Ouais, là, ce qu'il faut, c'est réussir à garder son calme. Ce qui n'était pas forcément évident à ce moment-là. Puis en plus, comme je te disais, les GSM, c'est quand même... Bon, c'était une famille, qu'on les connaissait super bien. Donc ouais, c'est des amis, quoi. Mais ça m'a servi sur ma dernière OPEX, je suis arrivé, où j'ai aussi de nouveau eu un tic assez similaire. Troupe au contact, donc un contact. Une opération où ça a camphré, ça aurait pu être dramatique. Et là, ça m'a servi parce que quand j'ai entendu le contact, ça résonnait comme si j'y étais. Et ça m'a permis de prendre le recul nécessaire en disant Et c'est l'expérience. En fait, tu avais déjà l'expérience d'un combat précédent. Exactement. Mais c'est marrant parce que humainement, ça m'a permis d'aider mon chef de bord autant que je le pouvais en disant attends, garde ton calme. Le but là, trie les patates, te précipite pas, vieux. Le tireur qui a shooté Blasco, c'est un tigre qui s'en est occupé derrière. Non, c'était. Non. Alors, faudrait que tu vois le terrain, mais il était vraiment. C'était au niveau d'un wadi qui était très creusé. Ah, d'accord. Et lui, il était vraiment dans un trou de combat. Ils avaient préparé. C'était vraiment une zone qu'ils avaient préparé. Qu'ils avaient travaillé, préparé. Mais vous, avec les caméras thermiques, etc., vous aviez pas la possibilité de les détecter? Enfin, il faut quand même imaginer. Alors là, je passe à une échelle un peu plus macro. Hein. Le Tigre, il a quand même été conçu comme un hélicoptère anti-char. Sa caméra, c'est pour taper du BMP2, T-70, T-80. Donc, c'est pas pour faire chercher un point chaud d'un soldat isolé, c'est compliqué. Et là, en plus, c'était 2 jours. Donc, c'est qu'avec la voie optique, la voie thermique, autant dire que c'est saturé, donc tu l'oublies. Et donc, la caméra, elle fonctionne bien, mais elle a l'âge du capitaine, tu vois. Et c'est une technologie qui date de la fin des années 80. Donc en fait, on n'a pas les toutes dernières générations de caméras. Et malgré tout, on parle d'un Pax qui, bien évidemment, ils sont pas bêtes, hein, les gars. Quand on leur est tombé dessus, ils ont fait boule de ninja. Et nous, à 2 tirs, c'est-à-dire, ils sont éparpillés. Ah oui, ils sont éparpillés partout. Et puis en plus, c'était un terrain qu'ils connaissaient. Ce qu'on appelait nous un TC2. C'était un peu une sorte une base arrière pour eux, logistique. D'accord. Et donc, ils avaient déjà durci certains endroits. Donc, creusé certains endroits comme des trous de combat, etc. Et le gars s'est su acculer. Il a su qu'il était bloqué par le wadi. Qu'en face de lui, il y avait le GSM qui arrivait. Donc il a dit OK, il y a le là. Et puis, je tire. Et puis derrière, riposte, etc. Ouais. OK. Donc Maxime Blasco a été tué, mais ça reste une figure. Je pense que les gens qui l'ont connu dans la latte, ça reste. Oui, Max, c'est vrai que c'est carrément une légende. Chez les GCM et chez nous, ça c'est sûr. Il y a ces faits d'armes, et puis en fait, humainement, c'était un mec hyper attachant. Alors moi, je l'ai côtoyé. Mais de loin, parce que c'était quelqu'un de très discret et qu'ils étaient relativement nombreux et qu'on n'a pas toujours été sur le même mandat, même si on n'était pas très nombreux. Mais il était connu, tu vois, je le connaissais sans même l'avoir côtoyé des masses. Il faisait pas partie de mes amis proches chez les GCM, mais il y avait déjà une réputation qui était Max, l'OPEX sur lequel il décède malheureusement, où il est tué au combat. En fait, il est venu remplacer un OTE qui s'était blessé. Et quand super, il y a Max qui débarque, etc. Génial, trop bien. Donc c'était quelqu'un qui était hyper apprécié et aimé, tu vois, hyper compétent et humainement un mec extraordinaire. Donc oui, forcément. Puis dans la latte, il a laissé donc cette trace dans la latte et chez les GCM, un peu indélébile. Mais ça reste un exemple. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est que ton souvenir perdure. On va quitter un petit peu les théâtres d'opération. Toi, tu as fait le choix d'aller sur Tigre. Ouais. Au moment où tu t'engages dans la latte. C'est un choix qui vient d'informations que tu as eues. Si on t'avait mis sur hélicoptère de manœuvre, tu aurais fait la tronche ou pas? Initialement, non. Parce que, comme tu l'as si justement fait remarquer, moi, je suis passionné d'aéronautique. Donc, tout ce qui vole me fait rêver. Demain, tu me dis, on va faire du J3. Je saute dans le J3. On va faire l'Extra 300 ou du L39. On va faire du tracker. Du tracker. Ouais. Et chez les Argentins, je vais y arriver. Oui. Donc, tout ça pour dire que oui, je te répondrai oui et non. Pourquoi? Et c'est intéressant que tu abordes ce point-là,
pour les jeunes qui aimeraient embrasser cette carrière qui est juste extraordinaire. Globalement, moi, je suis venu dans la latte parce que je voulais faire du tigre. J'avais une forme d'appétence, une appétence pour la partie HR1, hélicoptère reconnaissance et d'attaque. Malgré tout, quand je suis arrivé à Dax, le côté très technique du job de HM, dans hélicoptère de manœuvre, Puma, Cougar, NH, les poser, le travail en équipage, etc. Travailler avec les forces spéciales, éventuellement, des choses comme ça. C'est quand même un métier qui est complètement différent. Ça, il faut déjà bien l'avoir en tête. C'est deux métiers différents, complètement différents. Et quand je suis arrivé à Dax, on avait la chance de côtoyer les élèves moniteurs, les stagiaires moniteurs. Alors, élèves, c'est des vieux choufs d'escadrille, donc des vieux chefs de bord, chefs de patrouille, qui viennent faire le stage moniteur, qui est assez relevé, d'ailleurs, pour le coup. Et je me souviens en avoir rencontré un. Et d'ailleurs, j'ai fait des vols avec lui de convoyage quelques années après. Bref. Et un soir, après mes vols, je vais le voir, je dis « Capitaine, il serait possible qu'on discute un peu du Tigre parce que j'aimerais en savoir un peu plus. J'aime le Tigre, mais j'aimerais savoir quelles sont les missions, l'état d'esprit, etc. » J'avais déjà commencé à déceler. C'était quand même deux états d'esprit différents, la partie HM et HR. Parce qu'à ce moment-là, tu es en formation élève pilote. À un moment, tu vas choisir ta finalité, en fait, l'unité dans laquelle tu veux aller. Donc, c'est le moment de prendre des renseignements, de savoir ce qui va t'aller le mieux. C'était même avant, parce que je me souviens, j'étais en début de phase vol, après avoir passé le CPLH, donc la phase sol. Oui, mais tu étais donc quand même dans le cursus. Ouais, j'étais dans le cursus. Tu te posais la question de savoir si... si vraiment... Si je vais je vais où. Ouais. Est-ce que je veux faire du Tigre et si j'ai pas de Tigre, je prends HM. Ou est-ce que je veux vraiment faire du HR1 et donc ce sera de la gazelle si j'ai pas de Tigre, etc. C'est des questions à te poser. Parce qu'à ce moment-là, en fait, les places, ça fluctue. Le NH90 arrivait dans les forces, mais il n'y avait pas encore eu de place. Bon, il s'avère qu'on a été la première promo à avoir des places à Beauvau. À l'époque, donc, en choix, tu as hélicoptère de manœuvre, donc Puma, Super Puma, Cougar. Ouais, fonction des places qui te sont données. Ouais. Voilà. Et sinon, tu as hélicoptère dit de combat, donc le Tigre ou la Gazelle. Ouais, c'est ça. Et donc, via ces échanges-là, et c'est pour ça que j'invite tous les jeunes qui veulent rentrer dans la latte ou ailleurs, ou qui sont déjà dans le cursus, n'hésitez pas à aller voir les plus anciens ou à vous renseigner pour affiner votre choix. Alors je sais que pour quelqu'un qui va passer les sélections, c'est peut-être un peu tôt d'avancer ces éléments-là, mais pour quelqu'un qui a réussi, ou qui va rentrer ou qui est, allez voir les anciens, c'est hyper important parce que c'est vraiment deux métiers, deux philosophies et j'oserais presque dire de carrières différentes, quoi. Je me suis complètement retrouvé là-dedans. On en a parlé, mais le travail où il faut à la fois t'es très isolé dans ton coin, mais très complémentaire avec ton chef de bord. C'est vraiment un doux mix qui m'allait très bien. Et je pense qu'en HM, et sans leur manquer de respect, mais j'étais pas suffisamment, à mon sens, de la manière dont je définis, sur la pointe de tungstène, tu vois. Et puis le travail, trop de monde là-dedans. Tu vois, trop de monde là-dedans. Un mec qui est embêté, des gens dans la soute. Non. Il y a trop d'Indiens là-dedans. Dans la latte, de ce que tu as vu de tes collègues, etc., le Tigre, c'est quelque chose qui est très demandé, où les places sont chères, ou alors tu as vraiment des gens qui ont un profil ou qui vont aller d'office vers l'hélicoptère de manœuvre parce que c'est comme ça qu'ils le ressentent. J'oserais dire le Tigre est attirant parce que c'est le Tigre. Parce que le combat, parce que c'est la machine la plus performante. La machine est quand même attirante de par ses qualités intrinsèques, tu vois. Le Tigre, ça attire, quoi. La partie HM attire aussi pas mal. En plus, avec le NH, ça boxe, c'est le bon binôme, tu vois. C'est le binôme idéal. Combat de Proven une paire de fois, tu vois. Si on a envie de voir du pays, le NH, ça sert aussi. Ouais, c'est clair. Et donc, j'oserais dire, le HM est quand même pas mal demandé dans les donc, en fait, t'as des gens qui vont dans la latte en se disant non, le Tigre, ça m'intéresse pas. Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'ils sont plus attirés par la partie HM, mais tout comme chez un chasseur, à l'époque, t'as peut-être un gars qui avait plus d'appétence pour le Jaguar ou le Mirage F1 et qui dit non, le 2000, non, la commande de vol électrique, ça m'intéresse pas. On en a vu qui préfèrent faire du transal que du chasseur. C'est ça, exactement. Le cas de Fiche, par exemple, lui, voulait faire du transal. Salut Nico, on te salue. Salut photo à l'écran, il y a un Mistral, enfin une classe Mistral derrière. Vous, avec les Tigres, vous avez une qualification à pontage. Ouais. Tu l'as fait cette formation-là Ah oui. Puis alors là, certains pourront en témoigner. J'ai cassé les pieds à beaucoup de gens à l'escadrille. Pour la passer. Ah ouais. Alors, alors tu sais, t'as toute une catégorie de qualification. Le J2I, donc c'est le jour plateforme de type 2, I initial. C'est la première qualif. Après, tu as le J2C, confirmé. Le N2I, nuit, plateforme type 2. Bref, voilà. Toutes les qualifications. Et toi, c'est des stages qui viennent s'additionner, qui augmentent ton CV, tout simplement. Ouais, c'est ça, mon CV militaire. Et moi, j'ai adoré parce qu'une nouvelle fois,
C'est de la technicité pure de pilotage, quoi. C'est du pilotage à 100%. Non, mais tu as un hélicoptère qui est facile. Ouais, alors, je pourrais t'en parler sur cet exercice-là. On est en Sardaigne, Marais Aperto. Ah oui, il y a une tour génoise. Là. Ouais, l'exercice Polaris. Excellente photo. Elle est de toi, la photo? Non, elle n'est pas de moi, c'est moi dans le hôtel Papa. D'accord. Donc en place avant. Elle est prise par Bubuche, pour pas le citer. Qu'on salue. Salut Bubuche. Qui était un peu notre photographe à l'escadrille, qui va pas tarder à prendre sa retraite d'ailleurs. Il est pas mauvais. Hein, non, mais il est très bon. Très bon. Là, il a le sens du cadre. Alors, le sens du cadre, parce qu'il a intégré la tour génoise, le bateau, l'hélico est éclairé du bon côté. Bravo. Il a du talent. Ah non, mais alors là, bravo. Il a du talent. Et je sais plus de quoi on parlait. D'appontage. Oui, d'appontage. Non, ça peut être très technique. Et donc, comme je te dis, j'ai embêté beaucoup de monde à l'escadrille pour passer cette qualif-là. Le J2I, je l'avais passé sur un exercice précédent, 2018 ou 2019. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que, alors 2 jours, ça se passe bien, mais c'est une plateforme qui bouge. Fonction des plots, donc les endroits où tu vas poser sur le... Tu as l'influence de l'îlot et tu as des turbulences particulières. Ouais. Et quand tu es sur le spot unité, donc tout devant du bâtiment, je t'assure que tu ne ramènes pas large. De nuit... il est parce interdit. Que t'as pas de référence. Ouais. Donc même 2 jours, ça peut être sport. De nuit, j'ai fait j'ai fait 2 appontages de nuit. Ouais, mais c'est quand même pas mal. Ouais, et ben pour te dire, c'était sur cet exercice-là, mes appontages de nuit. Pour le tout premier, quand on a quitté, on était sur un exercice au profit de JTAC, de la Légion, etc. L'exercice se termine et donc on retourne sur le bateau. Et là, je tourne la tête en direction du large. J'avais mis ma guidance sur le bateau. Et là, je le cherche et je fais c'est noir. Et pourtant, j'avais quand même le recul des mésopex, etc. Oui, et parce que c'est pas une qualification que tu fais quand tu es jeune pilote. Ça, c'est un truc quand tu commences à avoir un peu de maturation. Ouais, c'est ça, exactement. Mais de toute façon, après, c'est très codifié. Il faut un certain nombre d'appontages pour pouvoir passer. Donc, tu arrives au-dessus du porte-avions, tu fais c'est noir. Du porte-hélicoptère. Mais là, ne serait-ce qu'en quittant la zone, j'ai fait tu as un petit frisson qui m'est remonté en me disant c'est sacrément sombre. Alors que tu vois, on est au-dessus de la mer. Il n'y a pas d'obstacle, je peux mettre le pilote automatique, etc. Ça m'a quand même sacrément calmé. Les références, on n'a pas du tout. Donc en fait, tu approches aux instruments, ni plus ni moins. Tu as la caméra quand le chef de bord arrive à accrocher enfin le bateau. Et puis tu oscilles entre j'ai pas de référence aux instruments IMC, globalement. Pas d'horizon, rien du tout. Je vois le bateau, j'approche. Je suis JVN, j'enlève mes JVN parce que ça se fait à vue. Donc là, le bateau, tu as peu de références. Il y a un peu de lumière. Non, il y a très peu de lumière. Et quand tu es en opération, les anciens de la Libye pourraient t'en parler. Là, c'était noir total. Tu vois rien. Donc, oui, parce que cette qualification, elle n'est pas là pour faire rigoler. C'est parce qu'il y a eu des tigres qui ont été engagés en Libye depuis le. Oui, Tigre, Gazelle, etc. Voilà, donc il faut pouvoir opérer depuis ces plateformes mobiles que sont les navires de la marine. Les PHA, donc le Dixmude, le Mistral et le Tonnerre, sans faire de la retape pour nos amis marins, sont des bâtiments. Alors, c'est des bâtiments de projection de force. Donc on embarque aussi du blindé, de l'infanterie, etc. Et c'est un centre opération flottant et ainsi qu'un petit hôpital embarqué. C'est un sacré bâtiment. En tant que vecteur aérien, enfin vecteur hélico, la LAT est l'emploi le plus, quoi. C'est quasiment des bâtiments qui ont été faits pour nous sans trop dans ce sujet. Les marins ne vont pas ou très peu sur les PHA, quoi. Ils ont d'autres missions. Vous êtes projetés au combat et ça a été en Libye. Donc ça, c'est une qualification que tu t'es fait faire, que tu es allé chercher avec ton Tigre. J'ai pas réussi à faire le N2I, à passer la qualif nuit, parce que les créneaux sont rares, il y a plein de facteurs, mais c'est l'éclate. C'est un monde complètement différent, la vie sur un PHA, c'est une nouvelle fois très technique, tu côtoies des gens de la marine, donc de notre armée, c'est passionnant à bien des égards. Donc ça fait partie des motivations aussi qu'on peut dire à quelqu'un qui voudrait s'engager dans la LAT, tu peux aller aussi sur des bateaux. Et ce sera ça fait partie de ce panel très varié qui rend la carrière, entre autres, aussi attrayante. Là, il y a une photo d'un tigre en train de tirer au canon. Le canon du tigre a beaucoup fait parler parce que c'est une arme qui, visiblement, est très létale. Un des atouts opérationnels du tigre, c'est justement son canon. Alors, c'est un 30 mm, c'est ça ? 30 mm, Toi qui as eu dû t'en servir à l'exercice et en opération, c'est une arme sur laquelle vous comptez essentiellement ? En appui-feu, dans un cadre contre-insurrectionnel, donc Mali, j'en passe les meilleurs. Le canon est particulièrement intéressant, en tout premier lieu parce qu'il est monté sur une tourelle. Donc par rapport à une machine équipée d'un pod axial, en fait, on n'a pas besoin de se présenter sur un run pour tirer.
Donc c'est une arme souple. C'est une arme souple, on peut tirer à 90. On s'entraînait même régulièrement en fonction de la situation tactique quand ça nous le permettait en termes de sûreté. Ça m'est déjà arrivé en opération de faire des tirs fichants. C'est-à-dire donc en fait, tu te mets à la verticale de ta cible, le canon pointe à 90. Et tu bascules. Et là, tu as une précision, tu as un scalpel. Par contre, tu t'exposes plus parce que tu fais des tirs à 600-700 mètres de la cible. Donc en fait, tu es proche. Donc il faut que la situation tactique te permette et que tu aies la sûreté nécessaire pour pouvoir le faire. Mais pour être chirurgical, il n'y a rien de mieux. Mais en termes de pilotage, là aussi, c'est t'es sur la tranche. Donc en fait, on va pas faire des cours de mécavol, mais ta FN se dégrade légèrement. Donc en fait, ça demande d'avoir une bonne dextérité à ce moment-là. Et c'est intéressant aussi comme exercice. Et de coordination chef de bord, pilote, etc. Donc le canon est hyper intéressant pour sa tourelle. La conduite de tir est précise, elle a été améliorée sur le standard HAD, donc le standard qu'on a à l'heure actuelle, donc hélicoptère d'appui destruction. L'obus, c'est du 30 mm, donc c'est un pouvoir destructeur. Ouais. On devrait avoir de nouveaux types d'obus dans les prochaines années. Mais oui, c'est une arme qui est, dans sa globalité, très efficace. Ouais. Pour rester autour du tir, il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'appareil, de sa disponibilité, etc. Mais il y a eu surtout le cas des Australiens qui ont décidé de retirer prématurément leurs appareils, de ne pas les conserver pour acheter de l'Apache. Toi qui as utilisé cette arme, parce que c'est une arme, c'est ton point de vue d'ancien pilote de Tigre sur cette décision. C'est quoi ? Tu la comprends ou tu la trouves justifiée ou pas ? Alors, tu te doutes bien que j'ai quand même un certain devoir de réserve à ce niveau-là. Ok, tu peux. Mais une chose est sûre, c'est purement politique. Là, je pense qu'une nouvelle fois, je ne trahis aucun secret. Tu fais de l'open source, tu verras que c'est purement politique. Pour toi, c'est une décision politique. On peut parler des NH90 australiens, pour lesquels les Australiens ont refusé de les donner aux Ukrainiens. Bon, bref, c'est purement politique. La machine en elle-même, et tu l'as très bien souligné, c'est une arme. Et le gros avantage du Tigre, c'est qu'il a été conçu en tant que tel. C'est pas un porteur civil sur lequel on a rajouté un système d'armes. Même si Feu Aérospatial, Sud Aviation, Aérocoptère et Airbus savent le faire et le font très bien, le Tigre a été conçu comme tel. Donc ça c'est quand même un game changer. Quand tu conçois un système d'armes, un hélico autour d'un système d'armes, tu as un vecteur qui, in fine, est fait pour quoi, basiquement. Et donc, non, il n'y a rien à redire. La machine, elle est combat proven. Elle a ramené ses équipages avec des trous une paire de fois. J'ai les souvenirs, alors c'était sur Serval, les premiers engagements. Il y a une machine, c'est assez légendaire, qui est revenue avec une quarantaine d'impacts, 1 mètre de pale en moins, une chaîne hydraulique en moins. 1 mètre de pale en moins en tout, cumulé, il y avait 1 mètre de pale en moins. Ah, cumulé, donc il y avait 10 cm. Il y avait des trous partout. Ok. La machine a ramené son équipage, a volé encore pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Je connais bien le pilote à l'époque et un chef de patrouille maintenant. On le salue aussi. Et la machine a été incapable de redécoller derrière. Donc elle est combat proven. Non, ça, il n'y a rien à dire. Le bimoteur, il y a de la ressource. On en voudrait toujours plus, parce qu'un pilote veut toujours plus de poussée, plus de chevaux, plus de tout ce que tu veux. Mais il y a de la ressource. Le système d'armes est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la moderniser pour la garder up-to-date, quoi. Pour qu'elle soit encore un outil efficace et que la plateforme continue à démontrer ses qualités. Parce qu'à un moment donné, ça vieillit, quoi, c'est si sûr. Et donc, dans ta carrière, tu as aussi fait des trucs un petit peu plus rigolos. Ah ouais. Je sais pas si cette photo, c'est la mienne. D'ailleurs, il y a une grosse anecdote autour de ça. Ah bah, il y a une grosse anecdote. Qui nous lie. On va y venir, c'est pour ça que je la passe. Je sais pas si c'est la mienne, mais oui, je l'ai fait ça. Tu as participé, toi, au défilé du 14 juillet à bord de ton Tigre. Cette chance, ouais. Et puis, donc, tu as croisé la Tour Eiffel. Là, on est sur la trajectoire entre ici les Moulinettes, là. Ici les Moulineaux. Une fois qu'on a terminé le défilé, on va se poser sur ici les Moulineaux en général. On regroupe les éléments qui vont après aux Invalides pour faire la journée. Et toi, tu as fait défense. donc le poser aux Invalides. Ouais, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, moi j'ai plein de questions là-dessus. Ah bon? Déjà, tu étais volontaire, évidemment. Tu es choisi comment? Vous êtes tous là en train de vous battre pour dire c'est moi qui y va? C'est ça. En fait, c'est ça. On nous enferme dans une salle, on jette un couteau et c'est le survivant qui va au 14 juillet. Et toi, c'est toi qui as gagné. Donc, tu as égorgé combien? Je suis bon, j'en ai égorgé une bonne dizaine. Alors, en combat corps à corps, faut pas me chauffer. Non, c'est fait de manière équitable, en bonne intelligence. À condition que ce soit toi qui le fasses. À condition que j'ai réussi à planter tout le monde avant de sortir de la salle. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en phase de monter en heure de vol, que les heures de vol étaient relativement comptées et que j'étais avec mon chef de bord de l'OPEX. Vous étiez toujours dans votre duo. Alors, vous étiez en montée de puissance ou en... Non, on était en montée. On est parti... c'était 14 juillet, forcément. Oui, 14 juillet 2018. On est parti...
J'ai fait Noël, donc je suis parti en octobre ou en novembre. Ah oui, donc vous étiez sur cette période de montée en puissance de l'équipage, et donc on s'est dit, quitte à ce qu'ils fassent en osmose, ils vont aller à Paris. Il y avait besoin d'heures, ils l'ont fait, c'est un jeune, allez hop. Ouais. Alors en général, souvent, une fois ça se fait en bonne intelligence, au regard une fois du plan de charge de l'escadrille, des prérogatives, on n'a jamais eu un pilote qui a fait 3 fois le défi le 14 juillet. Toi, tu l'as fait une fois. Ouais, une fois. Et donc c'est fait en bonne intelligence, en fonction des heures de vol, de ceux qui l'ont fait ou pas fait. Et oui, j'ai eu... Alors tout le monde ne le fait pas. Non, mais... Donc, c'est quand même un privilège. Et puis survoler Paris à ces altitudes-là, ces hauteurs-là, ça reste quand même exceptionnel, quoi. Alors, vraiment, c'est fou. Le défilé, le tout premier... Alors la répète, je me souviens de ne pas avoir si pris le temps de regarder la tribune. Parce qu'en pilote, forcément, tu as ta machine. Le gunner derrière, il est un peu plus tranquille. Le jour J, autant dire que, surtout quand tu passes la défense, tu as un petit changement d'altitude, donc en fait tu fais gaffe, ta tenue de position, etc. Surtout qu'en plus, notre box était particulier parce qu'on avait des Pilatus, des PC6 des avions. Toi, tu étais le premier box ou les hélicos, c'est ça. C'est ça, ouais. Et donc, c'était un peu particulier. J'ai pas regardé grand-chose, je t'avoue. Mais après, ici, les Moulineaux, ça commence à être le kiff quand tu redécolles et que t'enroules la tour Eiffel et que tu vois les gens au premier étage ou à l'étage du restaurant qui te font des coucous. Tu te dis, c'est surréaliste. Et puis après, tu te poses là aussi. C'est génial. Alors, moi, je prétends, et je le dis, que le 14 juillet, c'est le plus bel héliport du monde. Ouais, c'est pas parce faux. Que. Voilà. Et donc, il y a quelques privilégiés qui arrivent à se poser. Et donc, il y a une anecdote quand même sur ce 14 juillet 2018, il faut qu'on en parle, on est obligé. Donc toi, tu te poses sur le plus bel héliport du monde, tu es là pour présenter ta machine au public parisien qui découvre, c'est les journées Armée-Nation, tout ça. Et en fait, moi j'y étais. C'est ton box ou pas ça? Non. Ça, c'est celui... moi j'étais avec les PC6. Ah, il faut que je retrouve la photo alors. Ça c'est pris de mon balcon. C'est une de mes photos, c'est pris de mon balcon, c'est à la Défense. On va aller tout de suite à la suivante. J'avais des doutes parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs avec des tigres. Et donc, moi, je passe... j'attends le départ. Moi. Est-ce que je vous invalide, j'attends le départ. Je fais quelques photos. Je ne m'avance pas dans la foule parce que, faut faire la queue, il faut rentrer, il faut se faire fouiller à ce moment-là. Je fais la photo. Tiens, il me semble qu'on te voit là. Ouais, mais tu sais que cette photo-là... ces photos, je ne les ai pas revues depuis que j'y étais. Et pourtant, depuis que je te les ai envoyés, disons. Il y en a une qui restait particulièrement dans nos mémoires respectives. Et celle-là, j'avais pas revu. Donc oui, on me voit de dos, effectivement, avec quelques années de moins. Pareil, je fais le tour de l'hélico, tu es là en train de discuter avec les jeunes, tu as plein de questions. Alors, on vient de le voir, tu es quelqu'un qui aime parler d'aviation. Quand les gamins viennent te voir, te demander des renseignements sur le Tigre, tu es dans ton élément à ce moment-là, tu es à l'aise, oui, tranquille. Complètement. Alors après, et sans paraître condescendant, mais c'est toujours bien parce que alors, 90% des gens sont des gens très intéressés, etc. Après, tu as souvent des questions qui sont très bateaux, mais c'est logique parce que tout le monde n'est pas spécialiste en la matière. Partager, ça c'est hyper intéressant. Puis comme tu l'as si justement souligné, quand tu fais un métier passion, il faut mettre une grosse pièce pour te lancer. Donc effectivement, c'est toujours un plaisir que d'échanger. Et puis c'est tout l'intérêt de ce genre de journée. Et puis il y a quand même, quand les gens viennent à toi, il y a quand même une forme d'intérêt. Donc tu vois, c'est pas n'importe qui débarque. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est le 14 juillet. Donc un coup, tu vas renseigner le badaud qui te pose une question. C'est quoi, c'est la mitraillette, machin, etc. Tu rigoles. Et puis après, t'as TF1 qui vient t'interviewer. Puis après, t'as encore un autre journaliste. Et puis après, c'est de nouveau des badauds. Et puis souvent, t'as des potes militaires qui sont en civil qui viennent te dire bonjour. Donc en fait, c'est toujours de bons moments. Ouais. C'est sympa. Ouais. Ah, tu t'es amusé ce jour-là. Ouais, c'était cool. Et puis arrive le départ. Et là, avec votre chef de bord, vous avez fait un truc de ouf, quand même. Ouais, ça aussi, ça fait partie des moments marquants, dont je me souviens très bien. Je me souviens très bien avoir dit à Alex... Qu'on salue, ouais, Alex, si regarde... Je me prends pour Michel Drucker, c'est qu'on salue. Qu'on salue aussi, d'ailleurs. Un canapé rouge, il y a quelques années de plus. Pas toutes. Et effectivement, je me souviens avoir dit à Alex, transmets au NH... On maintient le statio, si ça vous va, qui prennent un peu d'étagement. Et je suis sûr qu'il y a des spotters dans le coin, ou même les badauds, et ça fera des photos super sympas avec les invalides en fond. Et donc, on a marqué le statio un petit moment.
Et moi, j'étais dans la foule et à ce moment-là, je prends le 400 mm. Je vois que les appareils maintiennent la position. J'ai le temps de bouger, de me mettre dans l'axe. Je shoot, je crois que j'ai fait une douzaine de photos en une dizaine de secondes, histoire de varier un petit peu les points de vue. Je fais attention à mon cadrage parce qu'il y avait un échafaudage sur la gauche qui était assez laid. Il y avait tous les gens qui avaient les bras levés avec leur téléphone qui me gênaient. Mais j'ai réussi à me positionner pour faire cette photo-là. Ouais. Et j'étais content parce que je ne suis pas un grand photographe, mais celle-là, j'étais content de mon coup parce que la mise en scène me plaisait, le cadrage me plaisait, mes réglages étaient bons, la lumière était fabuleuse. Et je suis rentré chez moi avec ça, super content. Puis il y avait celle-là aussi. Et on te reconnaît bien finalement. Les gens qui connaissent, là, te reconnaissent. La chance que j'ai eue ce jour-là, c'est que la lumière était du bon côté et que on ne voit pas Alex derrière, on le reconnaîtrait pas. Alors tout ça est dû à l'inclinaison du pare-brise pilote en comparaison de celle du pare-brise gunner qui est plus incliné. Et donc souvent le gunner se retrouve avec le reflet, on le voit pas, et le pilote on le voit bien. Et j'ai fait, entre guillemets, la couverture d'un magazine piloté, et je l'ai appris par un très bon ami d'ailleurs avec qui je vais piloter, qu'on salue aussi. Qu'on salue. Et avec qui je vais travailler dans le civil. Qui un jour au détour d'un aéroclub tombe sur ce magazine piloté, il regarde la couverture, il fait mais c'est toi, parce qu'une nouvelle fois avec cet éclairage là, en fait on me voyait bien. Et le gars qui est à l'avant, on le voit plus souvent, on le reconnaît plus souvent, et les gens qui te connaissent ou qui savaient que tu étais sur la manip éventuellement se sont dit mais c'est Pierrot. Pour de vrai. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, ça c'est une capture d'écran de mon réseau social. Le soir, moi, je rentre, et c'est pas la même photo qu'on a vue tout à l'heure. C'est dans la série, j'en ai fait plusieurs qui étaient sympas. Et j'étais allé pour taper une belle photo d'hélico, parce que je sais que la manip, elle se fait à un moment où la lumière est belle, et le départ se fait vers 18h, entre 18h et 19h. En général, quand la journée était belle, la lumière est magnifique. Et je rentre chez moi, j'ai cette photo-là dans mon boîtier. Quand je débriefe mes photos, parce que des fois c'est frustrant, tu sors des trucs, tu dis j'ai fait de la merde. Là non. Et là je poste ça. Et un des témoignages, c'est Xav, qu'on salue, Xav, qui me dit mon fio dans le titre que j'ai eu comme élève à Salon, un très bon mec. Alors ma réaction dans ces cas-là, c'est tu lui fais suivre la photo. Il te fait suivre la photo, on rentre en contact. Et à ce moment-là, tu venais de lire le hors-série du Fana sur le F-105. Tu me dis, mais c'est toi l'auteur. Exactement, on commence à discuter. Et ça a donné le fait qu'on se connaisse. Une belle amitié. Et que si tu es, toi, aujourd'hui, là, sur le jump seat, c'est parce qu'on se connaît depuis donc, ce fameux 14 juillet. Qu'en échange de la photo, c'est vrai qu'un an plus tard, tu m'as dit passe au régiment et grâce à toi, j'ai pu faire un petit peu de simu-tigre. J'avoue que j'ai passé 1 heure, je me suis éclaté. Même si le simu m'a donné bien du fil à retordre parce que j'arrivais pas à bouger le canon. Mais voilà, tout ça naît de cette photo où Xav, qui est pilote à la sécurité civile, m'a dit mais c'est mon fillot. Et là arrive un point qui est important dans ton passage, dans ton cursus. C'est Xav est un ancien pilote de Transal, quelqu'un qui était dans l'armée de l'air, qui d'ailleurs est toujours réserviste dans l'armée de l'air. Bien qu'il ait des fonctions très importantes aujourd'hui au sein de la sécurité civile, il est toujours réserviste, instructeur à Salon de Provence. Et dans le commentaire, il me dit mais c'est mon fillot. Alors je savais que dans l'armée de l'air, il y a... des filleuls, des parrains. Je comprends mieux le commentaire, les pilotes de LAD vont à Salon. Et en fait, il n'avait pas tout compris. Et voilà, tous les éléments, je savais pas. Et en fait, voilà, et c'est le moment d'introduire aussi un point important de ton parcours, c'est qu'en fait, toi, tu es arrivé par la latte en... Comment dire ? C'est pas vraiment un second choix, mais tu as commencé par être formé pilote dans l'armée de l'air. Je voulais être pilote de chasse et l'hélico, j'ai découvert dans mon aéroclub. C'est ça, c'est dans l'armée de l'air. Et photo mytho avec un très très bon pote qui a aussi eu un sacré parcours dans l'armée de l'air. J'en dirai pas plus, mais une belle carrière, qui est toujours d'actif. Et derrière, c'est un Tucano. Un Tucano, avant donc un avion qui a été retiré du service. Donc tu es pilote d'avion retiré du service. Normalement, tu as les cheveux blancs qui poussent à ce moment-là. Ils m'ont pas attendu que je fasse du Tucano ou de la trottinette volante pour pousser mes cheveux blancs. Mais... Donc toi, en fait, à la base, tu es un passionné d'aviation, tu suis la voie royale, quelque part, tu dis, je veux faire pilote de chasse, donc armée de l'air. Alors, oui et non. Pourquoi ? Parce que je te disais précédemment que j'ai découvert l'hélico dans mon aéroclub après avoir bossé dans les... Tu commences par l'aéroclub. Ouais.
Je suis tombé dans la marmite assez petit, à tel point qu'à une époque, à la maison, j'avais plus le droit pendant les repas de parler d'avion parce que je cassais les oreilles, les pieds à mes parents en parlant d'avion, d'hélico, etc. Alors là, on peut dénoncer ses parents pour maltraitance. Ouais. Exactement. Les posters, j'en avais jusqu'en haut du mur et je me souviens d'une fois, mon père avait débarqué en disant mais c'est n'importe quoi, enlève-moi des posters, t'en as partout, tu vas refaire de la tapisserie. Donc non, j'étais un peu furieux. Et donc je bosse dans les champs à McDo pour me payer mes heures de vol. J'arrive à l'Aéroclub Vauclusien qui m'a formé et c'était un été. Il y a un hélico, un écureuil qui est en contrat avec le SDIS. Donc oui, donc voilà. Bombardier d'eau. Le pilote, c'est un ancien de la latte, Denis Muller. Les bombardiers d'eau, c'est pas moi qui en parle en premier. Voilà. Vous notez ça. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Hein, on en reparlera. Bref, et je découvre l'hélico à ce moment-là. Et pareil, ce bon vieux Denis qui était le pilote de l'écureuil. Donc je venais voler tous les jours. J'étais intégré à un sorte de stage d'entreprise là où il y avait plein de jeunes d'un comité d'Eurocopter, je crois, à ce moment-là, qui volaient et je volais avec eux. Et donc tous les jours, moi je venais le voir, je posais plein de questions j'avais 15-16 ans, sur l'hélico, etc. Et ça me fascinait déjà. L'hélico me fascinait vraiment. D'accord. À tel point qu'un jour il me fait une blague, la bonne blague du tu veux faire un tour d'hélico. Allez viens, puis j'ai fait le tour d'hélico. J'ai fait c'est cruel. Mais il avait une idée derrière la tête. C'était bien fait pour toi. Ouais. Il avait une idée derrière la tête parce qu'il m'a fait faire le convoyage d'Avignon quand même. à Reims. Quand même. À 16 ans, je me souviens encore, j'ai la sensation de la première mise en stationnaire, je dis c'est magique, le tapis volant, c'est trop bien. Et j'ai toujours gardé ça en tête en me disant l'hélico, c'est pas mal. Un avion de chasse, et ça me fera toujours rêver, et je suis pas un frustré de la chasse, hein, je mentirai pas, j'ai toujours, et ça me fera toujours rêver. Tu crantes la PC, ça fait du bruit, ça monte fort, ça va vite, c'est génial, c'est fabuleux. Mais à un moment donné, tu peux pas tout faire dans la vie. La vie a fait que je me suis retrouvé en hélico et j'ai aucun regret à ce niveau-là. Mais j'avais toujours gardé l'hélico en tête. Et donc, oui, je suis rentré. T'es rentré dans l'armée de l'air comme OSC, en fait. Ouais, mais parce que j'ai réussi à tester OPN et j'ai eu la réponse, je crois, sans dire de bêtises, mais 1 semaine et demie avant d'aller passer les tests à latte. Ah, d'accord. Donc, je voulais passer les deux. J'avais quand même l'hélico en tête. T'avais dit, bon, bah voilà, au cas où j'ai pas l'armée de l'air, j'aurais toujours la latte, je ferais des hélicos si je fais pas de mirage. En fait, c'était juste que les dates étaient positionnées comme ça et je voulais passer les deux et avoir la capacité de choisir. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, l'hélico me bottait vraiment, quoi. Et la chasse aussi. Et donc, j'ai été pris armée de l'air, j'ai dit, ok, j'y vais. Et puis, je verrai bien. Mais il fallait faire un choix et donc, je suis pas allé passer les tests à latte. Donc, tu commences ta formation dans l'armée de l'air. Donc, tu fais quoi? Tu fais du grob? Alors, j'ai fait ce qu'on appelle le TB Prout, là, du TB10. Ah oui. À Salon, après toute la phase sol, la TPL, les stages d'anglais, les machins, les classes. Ouais, mais en formation avion, donc tu... Un PPL++, et après Cognac, Grob 120. Voilà, ok, d'accord. Et après, c'est là où ça s'est un peu plus corsé, c'est-à-dire qu'arrivé au tronc commun, on était dans une période où ça bouchonnait un peu dans les tuyaux de la chasse. On est quoi, quelle période? 2005-2006? Non, je rentre en 2008, moi. Donc c'est 2010, si je ne m'abuse. D'accord. Et à ce moment-là, le Rafale n'arrive pas suffisamment vite en service au regard du retrait de service. Alors le Jaguar, je crois que c'est 2005 le Jaguar. Ouais, le Jaguar a déjà retiré du service. Les premiers Mirage F1 ou les Mirage F1 commençaient à être retirés du service. Ouais, parce que le retrait définitif c'est 2014, donc voilà. Tu es dans ces moments-là. J'ai même pu aller paxer à Reims sur Mirage F1, donc oui, je les ai connus entre guillemets. J'y suis allé, mais j'ai pas paxé parce qu'on n'avait pas de dispo. J'ai eu la chance de faire du Rafale, du 2000, d'Alpha Jet. Voilà. T'as fait quand même de la place droite sur des machines marrantes. Enfin ouais, de la place arrière, sur des machines marrantes. Ouais. Ok, bon donc t'es pas frustré puisque t'en as fait. Non, ouais, j'ai goûté. T'es dans ta formation là et ça bouge. Et là, arrivé au tronc commun, fin de tronc commun, t'as ce qu'on appelle le conseil d'orientation, t'es en grande tenue, etc. On était, je sais plus quoi, une grosse dizaine, 11-12. Et on a 3 places chasse. Moi, je finis 5e. Bon, voilà, j'ai pas fait de grande étude en maths, mais c'est cuit. Mon pote précédent 4e sort de la salle et me dit c'est cuit, qui maintenant est un vaillant pilote de voltige aérienne à l'EVA. On le salue. Il n'est pas très très grand et on le salue bien fort. Il a la barbe. Il a fait du C135, c'est ça? Exactement. D'accord. Et une belle carrière Ops. Et puis il fait de jolis ronds dans le ciel maintenant. Très bien. Lui me dit c'est foutu, on est tous en transport. Bon, et je me souviens encore que le midi qui a précédé, je me disais j'espère que je vais avoir hélico parce qu'on savait déjà que globalement chasse était un peu foutu. Et j'avais demandé hélico. Ça a duré 2 heures après le CO quand on m'a dit que j'étais en transport. Et on m'a dit non, il n'y aura pas de place hélico. C'est 2 directs de salon qui vont eux directement à Dax
Pas de bol. Donc, parce que toi, tu avais l'option, bon, je suis pas pris dans la chasse, les hélicos, ça peut intéresser l'armée de l'air, ce genre de profil. Ouais, mais après, c'est très ponctuel, c'est fonction des besoins. Soit des gens en fin de carrière qui demandent à être orientés, soit des échecs de progression, soit des prospections, je vais y arriver, pendant le parcours initial à Salon, ce qui était le cas là pour les 2 élèves directs de l'école de l'air qui sont allés à Dax. Et donc je pars en transport. On t'envoie donc à Avord. Alors avant ça, je fais la Prespé Transport, où je passe mon CPLA. Voilà. Ouais. Là, je commence à sentir que c'est plutôt ma cam. Ouais. Non, et c'est plus trop mon truc. C'est à ce moment-là que tu as Xavier comme parrain? Non, Xavier, je l'ai connu, c'était mon bricard, enfin mon chef en ATPL. D'accord, donc sur le tronçon précédent. D'accord. Et comme j'aime à le dire, pour une énième anecdote, je l'avais même cité lors de mon mariage, pour te dire. À la fin de mon ATPL, quand je réussis péniblement et poussivement à avoir tous mes UV, parce que j'étais, passez-moi l'expression, un gros branleur, et je me mettrais des gifles si je devais me voir de nos jours. On occupera en E3-4, on va s'occuper de ça après. Bref, j'ai eu 2 UV à la dernière cartouche, enfin n'importe quoi, alors que je vivais mon rêve, que beaucoup auraient aimé être à ma place, et je vivais mon rêve, et bref. Et quand j'ai réussi enfin à avoir mon dernier UV, ma dernière cartouche là, en UV météo, je crois, il me dit, bon, vous êtes un branleur, mais vous êtes un bon branleur. Et ça je l'oublierai jamais, et je l'ai cité, et s'il voit l'émission, ça le fera marrer. Et donc je commence à sentir qu'en Prespé Transport, c'est pas trop ma cam. J'ai quand même le poids du stress, de la charge de travail qui pèse plus lourd que la motivation, tu vois. Je sens que la balance commence à un peu se déséquilibrer. J'ai fini quand même la Prespé, ça se passe quand même correctement, bien, j'ai mon CPL, et on part à Avord sur Xingu. Et là, j'ai dû faire, si je ne m'abuse, les 2 tiers de la progression, peut-être. Ah, quand même. Ouais. Ah, quand même. C'est simple, je crois que j'arrête en octobre 2011. Et mes potes sont brevetés 4 mois après, quoi. D'accord. Un truc comme ça. Tu as un abandon de... Alors, non, il y a un vol test qui passe pas. Je fais une erreur rédhibitoire sur une percée NDB à Limoges. Ça passionnera les gens. Ouais. Donc, pas le test. La percée NDB, c'est pas simple. Ouais, puis alors je me fais avoir sur le coup typique de la percée NDB. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est une percée avec une aiguille sur une balise simple. C'est une aiguille qui est très instable. Donc, par définition, en IFR, tu vas toujours confirmer ton moyen de percée par un autre moyen de percée pour être sûr que tu es sur le bon axe. Mais si tu n'as qu'une NDB. Alors, moi, j'avais un NDB, j'avais un VOR DME aussi à ce moment-là. Et ce VOR DME, je ne l'ai pas utilisé. J'étais bien sur l'axe. Mon axe était bon, je perce, impeccable. J'arrive au minima, je stabilise au minima. Et puis là, il me dit, redresse sa tête. Ouais, tu trouves pas que la piste elle est un peu loin? Je fais ouais. Et là, je percute d'entrée, je suis putain. J'ai dû descendre trop tôt. Et en fait, je me souviens très bien que l'aiguille, parfois sur une aiguille NDB, donc je me suis dit, elle bat beaucoup, et elle bat la verticale. Quand elle est dans la verticale, dans le cône de silence. Et en fait, là, elle a décroché, ça arrive parfois complètement avant la verticale. Donc j'ai commencé à descendre. Et donc quand tu n'avais pas pris en compte le DME, donc la distance. Voilà, si j'avais fait un croisement avec le VOR DME via un radial, un QDM, etc., pour confirmer la position, je fais non, on n'est pas encore en position continue. Ah, très bien, mais je ne l'ai pas fait. Donc en fait, erreur rédhibitoire, j'ai pas mon test. Et là, j'ai dévissé. En fait, je sentais que j'étais vraiment sur un fil. Et on m'a donné d'autres vols de rêve. Je sentais que j'étais plus là. Et sur un dernier vol, à Auxerre. Ou à Auxerre, je sais pas. Sur une remise des gaz, le moniteur, je tairai le nom, on s'en fiche, mais en plus se trompe, me claque une panne moteur au décollage, et alors que je ne devais pas faire de panne moteur, et là je lui dis stop. C'est un marin, je lui dis capitaine stop, on arrête. À vous les commandes et on rentre, j'arrête là, stop. C'était pas ma cam, j'en avais marre, j'en avais plein le dos. Je veux bien que ce soit un métier exigeant, qui demande beaucoup, et on doit demander beaucoup en formation et être exigeant, ça c'est une nouvelle fois, c'est normal. Mais là, la balance était complètement déséquilibrée. Et en plus, à ce moment-là, moi, je n'étais pas présent, mais l'année d'avant, à Cognac, on était venu nous vendre la boutique à Latte. Il y avait besoin de pilotes. Et l'armée de l'air en ayant trop, il y avait une sorte de commun accord. On pouvait aller passer les tests. On passait les tests comme un civil. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es donc dans l'armée de l'air, tu te dis, bon, c'est pas ma cam, je vais dans le mur, de toute façon, dans 2 mois, je suis civil. Ouais. Et tu t'es souvenu que la latte faisait de la retape. C'est surtout qu'à ce moment-là, je me disais, putain, Pierrot, l'hélico, c'est toujours un truc qui t'a botté. T'as pas eu la chasse, le transport, ça n'a pas l'air d'être ta cam, et je me voyais pas. Une nouvelle fois, je dénigre pas du tout le métier de transporteur. J'ai eu la chance d'y retourner bien après sur un stage de moniteur CRM facteur humain, d'aller à Orléans faire de la 400M. J'ai trouvé ça génial, c'est un super vecteur. Oui, je confirme. c'est génial, mais moi, c'était pas ma cam. Avec les années qui ont suivi derrière, en Tigre, les engagements que j'ai fait, etc., je préfère 1000 fois ce que j'ai fait. Mais ça n'engage que moi une nouvelle fois. Je suis pas en train de décrier notre filière. Mais dans ton parcours,
il y a un moment où tu fais la bascule. Ouais. Tu dis stop, armée de l'air. Ouais, c'est ça. Je vais voir l'armée de terre, ce qu'ils proposent. C'est ça. Et avant ça, je passais en CI. Donc le CI... conseil d'instruction. Ouais, conseil d'instruction, merci. Où en fait, en gros, de manière formelle, on va dire, on t'arrête de progression. Je comprends pas trop l'ambiance générale. À ce moment-là, c'est quand même très particulier, hein, parce que toi, t'es mis toutes tes tripes, hein, c'est le métier de tes rêves, etc. Ça se passe pas super bien, mais je sens qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On essaye de me faire passer pour ce que je suis pas. Alors, là, c'est mon ressenti, qui aurait été confirmé par des éléments bien plus concrets après, mais bon, voilà, parenthèse. Okay, très bien. Tout ça pour dire que t'es pas à ta place, quoi. Non, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un médecin qui est présent au CI. Oui. Et en fait, je le revois quelques temps après, et ce médecin-là me dit « Bon, écoutez, je suis pas pilote, je le dis pas à tout le monde, mais ne lâchez pas. Et vous êtes fait pour ça, ou il me le dit dans d'autres termes, mais continuez, vous avez de l'avenir là-dedans. » Et comme je me suis l'avoir dit « Ouais, continuez là-dedans, vous y arriverez. » Et oui, t'inquiète pas, c'est le but. Tu claques ta DEM Non, alors non, je claque pas ma DEM. Je demande à passer les tests à LAT. Et eux, en fait, voulaient déjà me recruter. J'étais déjà, entre guillemets, un peu connu, c'est un bien grand mot. Mais quand même, ayant une grosse appétence pour tout ce qui était renseignement, identif des avions, connaissance des systèmes d'armes. Donc, en fait, ils voulaient me récupérer. Tu avais déjà eu des contacts avec eux, quoi, en fait. Ouais, alors pas dans la LAT, mais l'armée de l'air voulait me proposer un contrat d'officier d'OSC Rance. Voilà, d'OFF-France. C'est non navigant, mais c'est vrai que c'est un métier intéressant. Ouais, intéressant. Et puis, oui, c'était intéressant. Ça aurait pu être intéressant, mais moi, je voulais être pilote. Tu voulais être navigant, toi. Oui. Et donc là, j'ai demandé à passer les tests à LAT. On est parti avec un pote d'une promo en dessous de moi, qui est d'ailleurs maintenant que je salue aussi, qui est sur NH90 et qui a intégré qu'on salue. Marco, qu'on qui est salue. qui est sur NH. Et on est allé passer les tests tous les deux à Paris, à Vincennes, avec des civils. On était en tenue, voilà. On a été pour l'anecdote les deux seuls pris, mais bon, rien de fou. Hein. C'est souvent les ratios sur les tests à LAT. Il y a 2-3 prix sur la semaine. T'as passé les tests comme tout le monde. T'as pas eu d'avantage. Et voilà. J'ai juste pas passé les tests initiaux là en CIRFA où tu fais des tractions, des pompes, tu as trop les parterres. Oui, parce que tu étais déjà passé pour l'armée. Oui, voilà. Puis t'es déjà breveté pilote quelque part. Alors, non, j'étais pas breveté, mais j'étais déjà militaire. Donc ça, ils nous entre guillemets, ils passaient ces tests-là. Et ce qui les intéressait, c'était vraiment voir les tests propres PN à LAT. D'accord. Et donc tu es pris. Ouais, je suis pris. Et alors là, je peux te dire que c'est déjà yalla, hein, parce que réussir à tester au PN et quelques années après passer les tests à LAT, alors c'était une belle remise en question. Et les réussir, il faut peser un peu ta chance, quoi. Et après, tu as embrayé donc une formation à LAT standard. Ouais, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc je suis retourné faire mes classes, me rouler dans la boue, etc. Oui, bon, alors après, bien la peau. Ouais, c'est ça, avec le sable breton, c'était cool. Hein. Le gros avantage, c'est que j'ai rencontré ma femme. Dans l'armée de terre, militaire comme toi. Ouais, et donc ça, c'est le gros point positif. Il y a 2 enfants qui peuvent en attester. Exactement. Et puis maintenant, depuis plus de 13 ans, bien plus de 10 ans de mariage, etc. Donc c'est plutôt cool. Et puis tu as fait ta belle carrière de pilote de Tigre avec une formation. Alors on va pas revenir parce que tu as une formation standard. Oui. Bon, tu n'as pas abandonné totalement tes liens avec l'armée de l'air parce que en fait... je savais pas si tu allais la passer. De temps en temps, tu as fait des PAX, quoi. Là, tu es à bord d'un Pilatus. Un PC-21. Ouais. Alors on va saluer Marco qui est un bon copain et qui a beaucoup d'heures de vol sur PC-21. Et surtout, on va saluer Axel, qui vient d'intégrer la prestigieuse patrouille de France. D'accord. Et qui était ton pilote ce jour-là ? Alors, qui n'était pas mon pilote, j'ai pas eu la chance de voler avec lui. Il avait volé avec un des moniteurs de chez nous qui est venu sur l'exercice. Mais c'est un exercice que j'ai co-organisé avec un chef de patrouille, Adri, qui est un très bon ami aussi au passage. C'est toi là ou pas ? Ouais, c'est moi. Ouais. Je te reconnais pas. Ouais, si. Non, c'est à cause des jets, des pochettes là. Ah, c'est ça, c'est ça. Ou alors de la soirée de la veille, je sais pas. Possible. Mais, et donc, c'est le dernier exercice que j'ai organisé. Je faisais partie à suivre l'instruction dans mon escadrille. Et l'idée, c'était de faire un exercice conjoint dans un cadre de haute intensité en intégrant l'asset AWACS. Donc les moyens AWACS, donc toutes les procédures, le vocabulaire. Et donc en intégrant la chasse, donc c'était pas complètement inintéressant parce qu'on a pu voler, mais c'était hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que le PC-21, c'est cette particularité qui peut simuler des pistes radar. Oui, c'est un outil de... Voilà. Et donc en fait... De simulation. Exactement. Et donc, on a pu, nous, voir comment travaillent les chasseurs dans leur vocabulaire, dans leur placement de couverture aérienne, typiquement sur un strike au sol, en protection des hélicoptères. C'est et l'île de Ré. Ouais, c'est tout au nord de Cognac, je crois bien. Et donc, en fait, c'était l'idée. Et en fait, c'est 3-4 mois de travail conjoint avec Axel et Céline, qui était une vaillante navigatrice sur Rafale. Et pour organiser donc un exercice d'une semaine, on est descendu avec 2 Tigres à Cognac, on a travaillé avec des PC-21, un A400M des forces spéciales,
On s'arrêtait avant à Avord, bosser avec les AWACS, monter tout l'exercice. Et c'était passionnant. Les gens de l'armée nous ont déroulé le tapis rouge. On a pu voler sur leur machine. En plus, le PC-21, une machine performante, intéressante. Voilà. Ouais, c'est top. Mais t'as pas fait que ça aussi, donc il y a celle-là aussi. Alors c'est toi qui es en arrière là ? Ouais, alors ça c'est quand j'étais dans l'armée de l'air avant de partir à Cognac, j'ai fait ce qu'on appelait du réservoir. On avait parfois des phases d'attente. D'accord. Et donc j'étais à la patrouille de France, non pas en tant que pilote, mais comme jeune bitos. Et j'étais aux opérations. Et tu t'es fait secouer sur une démo ou c'était juste un transit ? Alors j'ai eu la chance de faire un vol d'entraînement avec la PAF on est allé du côté de Millau. C'était peu après, dans la phase hivernale, quand ils intègrent les schtroumpfs. Les différents... Donc quand ils commencent à travailler à 8. L'anecdote intéressante là-dessus, c'est que là, je suis avec le capitaine Camliti, qui était le patron de l'EVA. Qui est sur Canadair aujourd'hui. Qui est sur Canadair, que je salue parce que... Qu'on salue comme tous les pilotes de Canadair qui nous regardent. Parce que sans dire que j'ai connu une époque où c'était en noir et blanc, mais lui, c'était quand même un vieux Shiban. Oui, bon. On voit son casque, il avait participé au tournage des Chevaliers du Ciel, etc. Moi, j'étais vraiment un bitos. Donc il aurait pu me prendre de haut comme certains nous prenaient, certains anciens. C'était assez dur quand même. Lui était vraiment hyper cool. Et sur ces vols-là, en fait, là on était un vendredi après-midi et on participait au convoyage des Alpha Jet à Cazaux sur le rétrofit des sièges éjectables. On voit que là c'est un Mark 10 et avant c'était le Mark 4 qu'il y avait sur l'Alpha Jet. Oui, tu es sur la transition des sièges qui a sauvé au moins une vie à la patrouille de France. On est bien d'accord, voilà. Et l'anecdote hyper intéressante comme quoi, je crois pas dans le destin, mais un petit peu quand même. Sur ce vol retour, donc là c'est le retour du vol, parce qu'on voit qu'on a la machine équipée avec des sièges des Mark 10. Deux choses, on est au niveau, je sais pas, 35 000 pieds, je sais pas, on est haut. Et là le contrôleur nous demande si on est supersonique. Et donc Camliti non, c'est un Alpha Jet. Négatif, c'est un Alpha Jet, machin. Et il check la vitesse sol. J'ai noté sur mon carnet de vol, on est, je crois, à 577 nœuds. T'avais un gros on avait un gros vent derrière. Ouais. Et on a mis, si je dis pas de bêtises, un truc comme peut-être 20 minutes pour faire Cazaux salon. On a droppé. Et en descendant, on est au nord des... pas des antennes de Montmirail, des Alpilles, tu vois, au niveau de Saint-Rémy-de-Provence. On descend en VMC. Et là, il y a un tigre qui devait très certainement sortir des chaînes d'assemblage et qui était au niveau de Malmort, la vallée de la Durance, pour ceux qui connaissent. Il prend le visuel, le tigre nous voit, et on commence à s'enrouler. Première rencontre avec un tigre, qu'est-ce que tu as fait ? La première fois que tu as vu un tigre, je l'ai descendu. Et là, on est en 2009-2010. J'étais à des années-lumière de penser que j'allais partir dans la latte, tu vois. Et en fait, le tigre vire, mais nous, on débarquait, on était à 400 nœuds, donc on tire tout. Avec un rayon de virage de 38 tonnes, tu vois. Là, on a perdu le visuel et on n'a jamais réussi à raccrocher. Tu l'as pas eu. Ok. Donc voilà. Ok. Et donc, alors, on va passer rapidement parce que le temps nous est imparti. Et même si Joris est meilleur technicien que Martin, il a quand même très faim. Ouais, ils vont finir par faire un AVC. C'était un pari. On avait dit que j'arriverais à le placer. Et Martin, je te préviens, sur le montage, tu le laisses. T'es un gros passionné d'aviation. Donc voilà. Tu fais un peu de voltige. Ouais, j'en ai eu. T'as une passion aussi pour les avions anciens. Ah ouais, tout ce qui vole. Tout ce qui vole. Le Stearman. Ah non, mais si je te lance sur le Stearman, on y est encore demain. Ouais. Viens, on en achète un, viens. T'as commencé aussi ta carrière en faisant un peu d'aviation de collection. Ouais, je sais pas si on peut dire que c'est ma carrière. Le Aziz, le Fox Alpha Zulu Yankee Sierra. Alors, il a été vendu, là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé. Non, il y a quelques années. Il a été vendu aux frères Meyer, mais les frères Meyer viennent de le revendre. Il était mis en vente à 3,5 millions. Il a été changé de couleur, il était aux couleurs d'un F4U5, qui était son standard initial quand il a été récupéré en Argentine. Et donc, toi, tu étais dans l'assaut qui maintenait ces trucs-là, en fait. L'assaut, c'est un bien grand mot, parce que c'était plus des propriétaires qui faisaient voler la machine. Qui initialement, on voit Ramon Josa, je le reconnais aux commandes, qui initialement a été restauré à Cuers et moi je l'ai connu à Avignon. Il était basé à Avignon. Voilà. Et moi je volais l'aéroclub vauclusien. Puis je voyais souvent les portes ouvertes, je voyais l'avion qui décollait, qui partait en meeting, etc. Il y avait aussi le Sky Raider, si je dis pas de bêtises, le Hôtel Kilo, qui appartient à Christophe Brunelier maintenant, qui a été repeint aux couleurs d'un incendie au Vietnam. D'une machine qui faisait du Cissar, de la Resco. Et le Zephyr qui vole toujours. Toi, tu faisais un peu de maintenance, tu balayais le hangar. En fait, à ce moment-là, j'étais en BTS maintenance électrotechnique. Donc j'avais des notions en électricité, en hydraulique. Et un jour, je débarque avec mon scooter là. De l'autre côté, donc l'aérodrome d'Avignon. Et j'ai dit, bon, salut, moi c'est Pierre, je suis en BTS électrotechnique. Je suis passionné d'aéronautique.
Et vos avions, j'en ai marre de les voir de trop loin. Je veux y toucher. Mais en fait, c'était quand même assez fermé. Hein. Oui, bah c'est propriétaire privé, c'est pas... Et pas là, un club. Ouais, l'un des propriétaires qu'on voyait souvent, qui volait dessus et qui faisait beaucoup d'entretiens, Claude Simnadis, qui était le patron d'une ancienne boîte de maintenance aéronautique, assez taiseux, me dit ok, tu reviens la semaine prochaine, on devrait avoir un truc ou deux à faire pour toi. Je reviens une semaine après et j'ai changé avec le mécano et lui un des cylindres du R2800 du Corsair. Et ça en est suivi un an et demi où j'allais tous les week-ends, je faisais des départs en meeting, j'ai fait la Ferté aussi et j'ai eu la chance de voler sur le Sky, sur le Zephyr. C'est vrai que ça a forgé beaucoup de choses. C'était génial. Je remercie les gens qui m'ont accueilli. Ramon qui venait, qui était très Ramon, sympa. C'est une crème. Voilà, Claude. Alors ça, c'est une photo de son dernier vol sur le Corsair, puisque c'est au meeting d'hier en 2010. D'accord. C'était sa dernière démo et c'est une histoire qu'on racontera, mais il y avait eu un problème, il y a eu un crash la veille. Le Focke-Wulf qui était tombé dans l'eau, donc comme il y avait une suspicion de carburant contaminé, le programme était tombé, et en fait les avions qui avaient encore du carburant avaient fait le show. Et lui, comme il était venu avec son carburant, qui avait le plein, il a joué les prolongues. C'était une démo qui était magnifique. Il était magnifique sous les couleurs de la marine, au standard F4U7. C'était un vrai F4U7 mis vraiment au standard F4U7. C'était un 5 mis vraiment au standard 7, et après qui a été remis au standard 5 quand il a été vendu aux frères Meyer. Et puis quand il l'emmenait magnifiquement bien. Et alors, on va arriver à la toute dernière partie de l'émission parce que voilà, tu as quitté la LAT cet automne, après 10 ans, 12 ans de service. Après 18 ans de service tout cumulé. Oui, militaire, mais dans la LAT, une grosse dizaine d'années. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, tu as choisi de continuer dans les hélicos, et donc aujourd'hui, tu es pilote d'épandage aérien. Alors, l'épandage, c'est pas très écolo, ça, je sais pas le genre de terme à dire. Mais alors, non, je plaisante. Non, mais oui, c'est l'épandage. Voilà, tu es aujourd'hui pilote civil dans une compagnie de travail aérien. Ouais. Tu pilotes donc le Hughes 300. Le Hughes 269C. Moteur à piston. Oui, et c'est même le moteur Lio 280. Romain, ne m'en veux pas si je me trompe. Qui équipe le Cap 10. Oui. Entre autres. Oui, c'est le moteur universel. Donc, c'est ta nouvelle petite bécane. Ouais, et c'est ton lot. Alors, quand tu quittes la LAT en tant que pilote d'hélico, tu as plein de possibilités. Tu peux faire des grosses machines pour aller faire du pétrolier en mer du Nord. Tu peux faire pilote de bombardier d'eau. Tu peux peut-être éventuellement intégrer la sécurité civile pour faire du Dragon. Enfin, voilà. Et toi ? Non. Toi, non. Alors, pas que je sois un rebelle et que je prenne le système à contresens. La sécurité civile, c'est... particulier, c'est un peu péjoratif de dire ça, c'est pas particulier. Il faut des qualifs que j'ai pas, une expérience complémentaire, souvent des anciens qui ont plusieurs de vol, qui sont multimoteurs. Alors même si antique, je l'étais, mais j'ai pas la qualif civile. On va pas rentrer en détail, mais voilà. Ok, je comprends. Ouais. C'est des hélicos et un métier comme le PGHM, donc secours en montagne, gendarmerie. C'est des métiers que j'ai toujours regardé avec des yeux comme ça. Là. J'en discutais il y a encore pas longtemps avec ma femme. Mais c'est pas que ce qui m'intéresse directement. Moi, ce que je voulais, parce qu'on pourrait en parler longuement, c'était un deuxième challenge dans ma carrière de pilote d'hélico, un aspect technique et de pilotage pur. Alors le Chausser 300, là, le Hughes 300, c'est sûr que tu vois la photo, c'est une cacahuète. Tu dis putain, c'est une cacahuète, oui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu reviens aux fondamentaux du pilotage. Ah, c'est pas un tic, ça doit pas être un hélicoptère facile. Donc ça se pilote, ça se tient parce que c'est une machine légère. Donc en fait, tous les sacro-saints fondamentaux de la mécanique du vol que tu apprends quand tu es tout petit, tu passes tes licences là. Là, s'applique à toi de manière assez violente en permanence parce que c'est léger, que ça n'aime pas du tout le vent arrière, par exemple. Donc, il faut être très précautionneux. Tout ça avec une synchro-gaz-pas. C'est-à-dire qu'en fait, sur ton pas général, tu as un moteur piston. Donc en fait, il faut que tu gères tes tours moteurs en fonction de la demande au PG, donc de puissance, pour maintenir tes tours, etc. Pas général. Pour pas général, ouais. Et parce que tu as une synchro, mais qui est très légère, qui d'ailleurs, en règle générale, travaille plus contre toi qu'avec toi. Donc ça te prend beaucoup de cases. Donc là, tu es revenu au pilotage de base. Ah ouais, grave, mais là, c'est génial. Tu es passé de l'Airbus A380 au Piper Cub. Du J3, ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, le Hughes 300, on peut dire c'est le J3 de l'hélicoptère. Vraiment. Et tout ça dans un environnement... Alors tout ça, je suis encore en phase de montée en puissance, une découverte. Tout ça dans un environnement... Ça a quelques semaines. Ouais. Oui, je suis encore en phase de vieillissement et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tout ça dans un environnement aéronautique qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, on fait majoritairement du blanchiment de serre dans le milieu maraîcher. C'est un terme qui me parle pas. C'est quoi ça Les serres. Moi, je sais faire du blanchiment, mais c'est avec mes copains trafiquants de drogue. Hein. Ouais, non, nous, on reste dans le cadre légal, nous.
Il faut savoir que l'épandage de produits, quel qu'il soit, ça est interdit en France. Voilà, donc tout ce qui est phytosanitaire, etc., c'est tout très, très bien cadré. En hélico, ça se fait pas. Par contre, le blanchiment et le déblanchiment, c'est des produits tout ce qu'il y a de plus, entre guillemets, naturel. Et c'est quoi en fait, la serre, pour optimiser son fonctionnement, tu vas la blanchir à l'arrivée des beaux jours pour que ta culture soit pas cramée. Ah, pour faire une couche pour bloquer en fait, la lumière, pour opacifier, pour éviter qu'en fait la serre, que la température monte trop et crame tout. D'accord. Et à l'arrivée de l'automne, tu la déblanchis pour qu'elle continue à produire. Pour que là, la chaleur du soleil. Pour que la serre. Mais il n'y a pas d'autre moyen que l'hélico pour faire ça sur des serres. Alors ça pourrait être l'objet d'une émission entière, parce que bien évidemment, j'entends les gens, toi et beaucoup de monde parler du drone. C'est un vrai sujet. Mais le drone a ses limites techniques. Je te parle même pas du cadre législatif. Parce qu'on parle de serres qui font quoi? Alors on parle de dizaines d'hectares. Ah, on parle en dizaines d'hectares. Ah oui, pour que ce soit intéressant. C'est pour ça que ton drone qui a 20 minutes d'autonomie, c'est pas la peine. Alors, on va en parler, on fait une parenthèse 2 secondes, parce que c'est un sujet qu'on aborde très souvent en ce moment. Un T50, le drone agricole typique, donc 50 kg de capacité d'emport. Ce qui est en moyenne 4 à 5 fois moins qu'un hélico d'épandage. Oui, parce que là, sur ta cacahuète, t'emmènes combien? Si je ne dis pas de bêtises, c'est 200 kg ou 250. Parce qu'on a aussi un MD500, sur lequel je serai formé un peu plus tard, qui est aussi un super hélico, hélicoptère de Magnum. Et moi Attends, j'ai la musique là. Qui n'importe plus, exactement. J'ai envie de mettre ma chemise hawaïenne. Donc c'est 50 kg, c'est 5 à 6 minutes d'autonomie. Donc, sur des petites superficies, ça va. Sur une petite serre de jardin, quoi. Oui, ça marche. Ça fonctionne. Mais sur 10 hectares, quand la machine a déjà besoin de faire 800 mètres, 900 mètres, 1 km pour se positionner, d'accord. En fait, elle n'est pas capable. Donc l'hélico est bien plus rapide et efficace. Ça va être mon job. Il y a d'autres marchés qui s'ouvrent aussi, d'autres choses à faire, qu'au sein de la boutique, on développe. Moi, le but, c'est qu'en fait, je sois pilote freelance. L'idée, c'est que je maîtrise mon emploi du temps. C'est du boulot saisonnier, tu vois, au beau jour et au début de l'automne. Et la deuxième partie, ça va se faire progressivement parce qu'on ne peut pas tout faire. Ça fait même pas 1 an que j'ai quitté l'armée. Oui. Donc, et déjà, cette partie-là à appréhender, et pour être bon dans mon métier, si j'arrive à l'être, c'est 2 ans, c'est 2 ans, bon poids. Une année de formation, une deuxième année pour mûrir. Donc c'est déjà beaucoup, c'est déjà du boulot. Donc ça, c'est une première étape de reconversion. Et après... Et en parallèle, je vais m'orienter sur le passage d'une QT très certainement écureuil pour faire du travail aérien après derrière. Je cherche toujours la technicité de pilotage, c'est ça qui me botte. Ouais. Donc j'aimerais bien être SLO, faire du travail sous élingue, suivi de ligne. Toujours pareil, le travail en autonomie, seul dans ma machine, c'est très bien, avec un opérateur, mais pas plus. Et pour faire du HBE, je rejoins une de tes passions. Le bombardier au dos, la technicité. Il y a un aspect, j'en discutais avec Buff, Xavier, qui a la sécurité civile. Qui a une belle expérience sur Canadair. Il y a un aspect combat du feu, les pompiers appellent ça combattre le feu, qui rejoint sur bien des aspects les tactiques qu'on employait en hélico de combat. Voilà, pour parler simplement. En plus, comme tu es quelqu'un qui est né du côté d'Avignon, etc., les feux de forêt, c'est quelque chose qui est assez présent l'été. C'est quelque chose qui te touche, traumatise, non, c'est pas lié du tout à ça. Non, c'est vraiment une technicité. Ouais, c'est la technicité de pilotage. Et puis là, in fine, il y a vraiment une mission, c'est pas limite, c'est une mission de service public, tu vois. C'est qu'en fait, tu peux aller sauver des habitations, des gens, empêcher de cramer des hectares de culture, j'en passais des meilleurs. Donc en fait, le tout m'attire particulièrement, quoi. Et puis cet aspect technicité. De pilotage. Tu fais aussi un peu d'avion aussi à côté quand même. En avion, ça en fera rire certains, mais j'ai 250-300 heures de vol. Donc oui, j'ai fait un peu d'avion. J'adore toujours autant en faire. Tu l'as dit, j'ai une appétence aussi pour les avions de collection, bien évidemment, qui ne l'aurait pas en passionné d'aéronautique. Mais l'hélico, je pense que quand tu es vraiment passionné de pilotage, il n'y a rien de mieux. Et après, c'est sûr qu'un avion de chasse, etc., c'est chouette. Hein. Mais là, le kiff, c'est de se dire ça monte fort, ça va vite, et je vois le soleil tous les jours. Tu vois. Ça, c'est vrai que je leur enlève pas, parce que nous, on fait une montée chandelle sur 200 pieds, on s'arrête, quoi, tu vois. Ouais. Mais l'hélico, en termes de pilotage, je trouve que c'est quand même un peu une certaine forme de quintessence, quoi. C'est vraiment le kiff, vraiment. Puis t'as d'autres passions dans la vie. Ouais. T'aimes bien les bagnoles, hein? Ah oui, j'aime bien les bagnoles, ouais. Les américaines, les Morgan aussi, avec leur châssis bois. Puis le stamp derrière, ça aussi c'est génial. Putain, le stamp, j'ai eu la chance de voler avec Michel. C'était génial. C'était génial. À Épernay, super terrain d'aviation. Un vrai terrain de passionnés comme il y en a de moins en moins, malheureusement. Mais un très beau souvenir ancien.
Donc, tu nous as un peu raconté tout ton parcours. Tu nous as ramené ton casque. Alors, c'est pas le casque que tu avais sur Tigre, c'est ton Guéno qui te servait. Non. C'est pas le Top Roll ou le HMS, effectivement, qu'on avait sur Tigre. Ça, c'est un casque Guéno. C'était mon cadeau de départ qui m'a, bien évidemment, tu te doutes bien, particulièrement touché. Parce qu'en tant que fan aéro, fan à goodies, les copains savaient qu'ils allaient me toucher. Fan à goodies, il va vous piquer les mugs. Ouais, grave. En plus, j'ai un côté kleptomane, donc j'ai tout volé, les gars. Et donc, c'était mon cadeau de départ qui représente un peu. Mais il y a mes 2 escadrilles, le Tigre. Là, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a une plaque. Là, t'as le Tigre et puis surtout la projection, tu vois, qu'on a dans le casque. Donc avec toute la symbologie, etc. Écoute, Pierrot, ça a été un plaisir de t'écouter raconter tes petites histoires. On aurait pu, comme d'habitude, y passer 2 heures de plus, c'était pas un problème. Ouais, ça c'est clair. On ira te voir avec tes hélicos d'épandage, parce que ça, c'est un truc qui me fascine. Avec grand plaisir. Et puis il y en a un autre à voir, l'MD 500, faudra. Ouais, puis mais je prendrai ma chemise hawaïenne. Là, j'ai pas pris la chemise hawaïenne. Là, j'ai pris le t-shirt Desert Air, parce que le DC3 aussi. Qui fera plaisir à certaines E. À certaines E que tu as connues. Tu l'avais croisé dans la latte, effectivement. Ouais, sacré parcours. Alors, on salue Kathleen aussi, qui était à ta place il y a quelques semaines. Écoute, merci de ton témoignage. Avec merci d'avoir été aussi bavard et d'avoir ouvert grand les portes de Je sais pas s'il faut bien merci. Mais merci à vous. En tout cas, merci donc à Joris et Alex d'avoir géré la technique. On se retrouve donc sur Jumpseat, sur la chaîne, quand vous voulez. On a plein d'émissions en replay, on a plein de projets pour cette année. On se recroisera ici ou là. Et puis, abonnez-vous, pouce en l'air. Pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous. Et comme disait l'autre, gros bisous. Allez, gros bisous. À bientôt.